Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le SideQuest Podcast, un podcast bonus pour la communauté des aventuriers et aventurières qui soutiennent Sens Créatif sur Patreon. Dans ce podcast, moi, Jérémy, je vais à la rencontre de créatifs en quête d'aventure qui créent pour transcender leur récit personnel. Chaque mois donc, dans la plus pure tradition de Sens Créatif, vous écouterez le parcours inspirant d'artistes qui viendront raconter à mon micro leur parcours, leurs projets et leurs challenges. Et comme on adore les RPG façon quête du héros, j'inviterai également mes invités à me partager leurs petits secrets, leurs élixirs magiques, leurs armes secrètes, les monstres ou les boss qu'ils ont été amenés à terrasser au cours de leurs explorations. Ce podcast exclusif et sa version vidéo vous sont accessibles si vous soutenez le podcast financièrement sur Patreon. Donc, pour en savoir plus, visitez www.patreon.com/senscreatifpodcast. Et par la même occasion, vous nous aidez à produire ce podcast semaine après semaine. Et puis tant que vous y êtes, venez discuter de ces épisodes avec le reste de la communauté sur le Discord du podcast, accessible gratuitement à toutes et à tous. Les liens sont comme d'habitude à retrouver dans les notes de cet épisode. Et aujourd'hui, j'ouvre le bal avec l'incroyable Cécile Poré, qui écoute et soutient notre podcast depuis le début et qui a sorti une magnifique bande dessinée en 2023 intitulée « Les fleurs aussi ont une saison ». Un magnifique récit de famille autobiographique et une première BD pour Cécile qui a tout appris sur le tas. Je vous lis la 4e de couverture, histoire de planter le décor. En quelques mois, Cécile perd les 3 femmes de sa vie. Rien d'exceptionnel quand on vit en temps de guerre ou dans une série dramatique. Mais jusque-là, chez les Poré, c'était plutôt calme. Alors, ça les a un peu surpris. Comme la vie a parfois un sens du timing farfelu, c'est aussi pendant cette période que Cécile tombe enceinte pour la première fois. Une bande dessinée d'une infinie tendresse où, si mort et maternité se mêlent, on ne retient que la vie qui avance. Cette BD, tout comme cette interview, m'a énormément touché. Donc, pour cette fois, je vous partage l'entièreté de cet épisode pour vous en faire pleinement profiter. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour Cécile Poré. Bonjour. Bienvenue dans le SideQuest Podcast. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, comme je te le disais en off. Tu es une auditrice de longue date de Sens Créatif. Tu nous soutiens également depuis longtemps sur Patreon. Et puis, ça me fait trop plaisir de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast bonus pour discuter de ton parcours, de ta merveilleuse bande dessinée. Qui est sortie en 2023. Les fleurs aussi ont une saison, une BD qui m'a énormément touché. Et on va sûrement beaucoup en discuter aujourd'hui. Mais pour commencer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors bonjour, je m'appelle donc Cécile Poré, je suis illustratrice, je fais de la bande dessinée, je fais aussi du livre pour enfants, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais voilà. Avant de faire donc ma première bande dessinée, j'étais graphiste, je l'ai été pendant 20 ans, je crois, 15 ans. Et puis maintenant, j'ai arrêté cette activité-là que je pratiquais dans une mairie et je fais que de l'illustration depuis peu de temps finalement, depuis 2 mois. Voilà. Ah ouais ? Attends, comment ça fait 2 mois que tu fais de l'illustration ? Mais donc ta bande dessinée, c'était en parallèle de ton travail de ça fait 2 mois que j'ai arrêté. Voilà, exactement. Je travaillais à 80% dans une mairie depuis fort longtemps. Et puis à côté, je me suis lancée donc dans ma première BD et voilà, quand elle est sortie, il s'est passé plusieurs choses et puis un enchaînement et puis un déménagement et tout d'un coup, je me suis dit OK, c'est le moment. J'ai sauté le pas et maintenant je suis à mon compte et complètement dans ce métier d'illustratrice et de BDiste. Voilà. Waouh, ça te fait quoi ? Un gros vertige au début. J'ai hésité très longtemps. Bah oui, j'ai hésité longtemps. J'ai eu, je pense, un énorme syndrome de l'imposteur qui m'empêchait. Une crainte aussi de la précarité, ce qui était plutôt, je pense, légitime. Et puis en fait, il a fallu qu'il se passe plein de choses autour déjà de la sortie de ma première BD, des choses positives, des choses qui poussent, des projets à côté qui demandent du temps, qui demandent de l'investissement, et puis aussi un projet de déménagement avec ma famille qui m'a poussé aussi à me demander si j'avais envie vraiment de quitter mon travail dans cette mairie que je connaissais depuis longtemps avec des collègues que j'aimais beaucoup pour aller chercher un autre travail équivalent avec des gens que je ne connaissais pas,
Ou alors, est-ce que ce serait pas un peu le moment de lâcher tout ça et de vraiment arrêter de faire semblant de faire de l'illustration et y aller à fond et voir ce que ça donnerait, quoi. Donc oui, un gros vertige et à la fois, je prends la mesure que maintenant, je crois, comme il y a eu le déménagement avec, de ce qui se passe en fait et du bonheur que c'est en fait, de se faire confiance et de se lancer. Voilà, en plus de la pression, mais du bonheur aussi. Oui. T'es parti à l'aventure, quoi. Ça y est, C'est clairement. t'as décollé. Oui. Mais t'as décollé grâce à ta bande dessinée et c'est quand même un sacré projet sur lequel on va revenir. C'est pas rien ce dont tu as accouché, hein, littéralement. Ouais. Euh, c'est une C'est le superbe mot. carte de visite et qui... Oui, voilà, c'est le mot. Donc, du coup, on va revenir dessus. Donc, en 2023, tu sors cette bande dessinée. Les fleurs aussi ont une saison. Et une des raisons pour lesquelles je voulais aussi t'interviewer, c'est parce que non seulement elle m'a touché, tu me l'as envoyée dès qu'elle est sortie, et je trouve que c'est une bande dessinée qui est profondément représentative de ce en quoi on croit sur Sens Créatif, c'est-à-dire créer pour transcender nos récits personnels. Euh, je trouve que c'est vraiment un exemple parfait. Euh, et je suis ravi de voir que ça t'a donné des ailes et que ça t'a ouvert des portes, etc. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'origine du coup de ce projet Alors, et de quoi parle la bande dessinée et oui. l'origine du projet, évidemment. Alors, d'accord. Ok. Alors, l'origine du projet. Bon, alors, je veux faire de la bande dessinée. J'ai très envie d'en faire depuis que j'ai, je pense, 12 ans à peu près. Je lisais Marion Duval et j'adorais. Je trouvais ça génial. Et puis, les dessins me fascinaient. Je les reproduisais et tout. Et j'ai eu hyper envie très très vite de faire de la bande dessinée. Je sais pas, j'avais envie de raconter par l'image. Voilà, je savais pas trop si j'avais envie d'écrire une histoire. Je pense que un peu, mais c'était surtout le dessin qui me portait. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était un métier compliqué. Enfin, on m'a bien fait comprendre que c'était un métier compliqué et que Ouais. c'était pas un métier déjà. et euh, et du coup, ben comme j'aimais dessiner, que voilà, que je voulais en faire quelque chose, je me suis orientée vers le graphisme et du coup j'ai mis un peu de côté cette envie de faire de la bande dessinée, en me disant bon bah je le ferai peut-être un jour par un autre biais, mais ce sera probablement jamais mon métier, puisque apparemment c'est pas un métier. Donc à part pour RG, c'est pas un métier, donc voilà. J'ai donc continué d'évoluer dans le graphisme, tout ça, et puis un jour, je discutais avec mon neveu, Martin, qui avait 10 ans à l'époque et qui me dit ah, mais maman m'a dit que tu fais de la bande dessinée. Et donc je lui dis je fais pas de la bande dessinée, mais des fois je fais des bandes dessinées pour des gens, pour des petites commandes, voilà, des petites planches de bande dessinée. Et donc il me dit ah, mais attends, je comprends pas, tu fais pas de bande dessinée du coup. Alors je lui dis ben non, pas vraiment. Et il me dit pourquoi? Et j'ai vraiment j'ai vu dans son regard l'incompréhension. Alors je lui ai dit bah je sais pas trop. Il me dit mais t'as pas envie? Alors je lui ai dit si, j'ai envie. Et vraiment. Et donc je me sentais pas trop de lui répondre du haut de ses 10 ans. Écoute mon petit gars, la vie est difficile, d'accord? Tu feras pas ce dont tu rêves, c'est clair? Ouais. Donc là je me suis dit ok, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je sais pas quoi répondre à ce petit gosse et je sais pas trop quoi me répondre à moi non plus. Donc j'ai commencé à faire mûrir cette histoire, mais là j'avais quand même déjà plus de 30 ans. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'arrêter de tergiverser, et si on veut vraiment faire de la BD, on va peut-être y aller. Et ensuite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je raconte? Parce que c'est mignon, je veux faire une bande dessinée, mais je raconte quoi? J'ai commencé à écrire deux, trois petites choses, je sais pas, dessiner des personnages, me dire que peut-être ce serait sympa d'en faire une histoire. Et puis ça venait jamais complètement. J'ai timidement sur Instagram, j'ai publié des dessins à l'aventure d'une petite sorcière qui rentrait au lycée. J'avais jamais, je précise, je n'avais jamais vu Harry Potter. J'ai vraiment tout pompé à Harry Potter. Donc je pense que bah alors soit je suis un génie incompris, Ça doit soit être ça. ouais c'est ça. Moi je préfère cette version. Soit en fait Harry Potter est tellement infusé dans la culture populaire que j'ai tout pompé involontairement et voilà. Mais bon, de toute façon, j'avais pas l'intention de commercialiser quoi que ce soit. C'était un peu plus, enfin c'était vraiment une façon de me montrer un peu et de m'entraîner à montrer un peu mon travail sur les réseaux, d'arrêter de rougir quoi. Mm. Et puis finalement, voilà, les gens ont trouvé ça sympa, donc ça m'a un peu galvanisée. J'avais très peu de gens qui me suivaient, mais ils avaient envie de savoir la suite. Donc je me suis dit bon, ok, là, je tiens un truc, il faut vraiment que j'y aille.
Et puis très souvent, je parlais de tout ça à mon amie Camille Ansaume qui écrit des romans. Et donc je lui disais, est-ce que tu trouves que cette histoire est intéressante? Est-ce que tu lirais pas ça pour moi? Est-ce que tu me donnerais pas ton avis? Et elle me donnait des avis très très gentils, très très mignons, mais alors sur des projets qui sont pas du tout sa came, c'est-à-dire des trucs de sorcières, des trucs trop mignons et tout. Elle est vraiment plus dans les histoires de vie, quoi. Donc elle me répondait hyper gentiment et tout, en me disant, je suis peut-être pas la bonne personne pour lire tes trucs et tout. Et donc, puis un jour, Ansaume, c'est une amie de longue date, parce que c'est la scénariste de ta bande dessinée. Mais tout à fait. Ouais. Voilà, on s'est rencontrés il y a 15 ans. Et donc depuis, voilà, je la harcèle un petit peu pour qu'elle me donne des conseils. Et puis un jour, elle m'a dit, bon, écoute, est-ce que t'aurais pas un truc un peu perso à raconter? Tu crois pas que t'as quelque chose en magasin? Et je lui dis, je sais pas. Et raconter des trucs perso, je sais pas si c'est intéressant. Elle me dit, est-ce que tu lis des trucs que des gens racontent sur leur vie? Je dis, bah oui, je lis que ça. Bah, elle me dit, du coup, pourquoi ce serait pas intéressant que tu racontes un peu la tienne? Ah, je lui dis, parce que c'est la mienne. C'est pénible, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que ça va... Puis il faut savoir raconter sa vie aussi, c'est pas donné à tout le monde. Elle me dit, je sais pas, dans la vraie vie, tu la racontes, ta vie, les gens sont intéressés, donc je sais pas, t'as peut-être une voix à exprimer, quoi. J'ai réfléchi. C'est fort, hein, c'est fort qu'elle te pousse dans ces retranchements-là. Hein. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Et elle-même, elle utilise beaucoup, elle raconte des choses personnelles dans ses romans qui sont de l'autofiction, mais il y a vraiment beaucoup d'elle dedans. Donc, et puis, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle elle était énormément touchée par des récits de vie, qu'elle trouve qu'il y a tellement d'authenticité là-dedans et que la vie est tellement pleine d'imagination que pourquoi est-ce que j'irais raconter une histoire de sorcière si j'ai un truc un peu je sais pas, un peu important à transmettre peut-être. Et bon, moi j'étais pas convaincue de ça. Et un jour, elle m'a un peu mis les pieds dans le plat. Elle a dit, bon, écoute Cécile, tu as vécu des trucs que les gens ne vivent pas forcément tout regroupé comme ça et d'une telle intensité. Peut-être que tu peux en parler. Et donc elle parlait d'une période de la vie de ma famille qui a été très intense en émotion, on va dire. Ah bah oui. Ouais, voilà, qui est donc le sujet de la bande dessinée. Et donc, je me suis dit, effectivement, je peux peut-être essayer de raconter ça. Donc, j'ai essayé d'écrire des choses et je pense que ce que j'écrivais était très viscéral, je pense que j'avais vraiment trop le nez trop près de mes émotions, en fait, vraiment. Et donc, ça rendait la chose, je pense, un peu indigeste pour quelqu'un d'autre à lire, quelqu'un qui me connaissait pas, qui connaissait pas ma famille et tout. Et donc j'ai demandé conseil à Camille et on ne sait plus, ni elle ni moi, comment c'est arrivé, mais lors d'une conversation, on s'est toutes les deux dit que ce serait vraiment formidable de bosser ensemble. Et voilà. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la scénariste de cette bande dessinée, que je suis devenue la dessinatrice de cette bande dessinée et qu'elle a proposé donc de m'interviewer sur cette partie de ma vie et d'en faire ensuite une histoire avec des personnages et que moi je puisse les illustrer, tout ça, et voilà. Alors est-ce que tu peux en quelques mots du coup raconter l'histoire que tu relates dans Les Fleurs aussi ont une saison, et puis je serais très intéressé qu'on explore le processus créatif, l'interview, la collab et tout, mais pour les personnes qui nous écoutent depuis le début, qui disent mais de quoi parle-t-elle parle-t-elle Alors, oui, alors donc c'est une bande dessinée, on peut pas vraiment dire autobiographique puisque c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est sur l'histoire de ma famille. Ouais. Presque, hein, quand même. C'est ton histoire. Ouais. Allez, bon. Bon, ça raconte l'histoire d'une famille dans tous les cas, la mienne en l'occurrence. Il se trouve qu'il y a quelques années, une petite quinzaine d'années, pour la faire très courte, je suis tombée enceinte au moment où 3 femmes extrêmement importantes qui faisaient partie de ma vie et qui étaient au centre même complètement de ma vie ont disparu pour des raisons complètement différentes les unes des autres. Il n'y a pas eu un accident de voiture et tout le monde est mort. C'est vraiment 3 morts consécutives avec à 3 mois d'intervalle chacune. Donc il s'agissait de ma grand-mère, de ma mère et de ma sœur. Et moi, au milieu de tout ça, je suis tombée enceinte. Excellent timing. Et donc, au moment où ma famille, la structure en fait et l'organisation et tout ce qui faisait que ma famille tenait debout d'une certaine façon s'est effondré au moment où moi j'amène une nouvelle personne, une personne dont tout ça va être la famille. Et voilà, cette espèce de bouleversement émotionnel et structurel d'une famille, c'est ça qu'on a voulu raconter. Voilà. Je sais pas si j'ai bien résumé, mais non, voilà. si, ouais.
C'est vrai qu'au fur et à mesure de la lecture, sûrement que plein de gens t'ont dit la même chose, mais on se dit que c'est pas possible. On se dit que ça va s'arrêter au bout d'un certain temps. C'est pas possible, quoi. Alors, pour tout te dire, ça nous a fait rire. Moi, ça m'a fait rire, mais Camille, pas du tout. On a eu, quand on a proposé le projet à des éditeurs, on a eu une visio avec une éditrice qui nous a dit ah, c'est une histoire très intéressante, très lourde. Vous avez rajouté des morts? Mais non. Moi, j'ai éclaté de rire. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Camille était, je voyais son regard s'assombrir et elle était hyper en colère de cette question. Et moi, Bah, j'ai trouvé super. ça si drôle. Je trouvais ça si drôle. Et donc, je lui ai dit non, mais on aurait bien voulu, effectivement, mais ça aurait fait un peu trop. Donc, on a préféré se faire confiance à la vie pour nous ramener un maximum de rebondissements dans cette histoire. Et voilà quoi. Mais effectivement, si on regardait une série ou un film, on dirait, allez, les scénaristes là, c'est bon, Ils ont abusé. calmez-vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Non, c'est une histoire vraie. Et Oui, oui, oui. On n'a pas rajouté de mort, c'est véridique. ouais, Je le dis ici et maintenant qu'on ne me pose plus la question. Enfin, qu'on ne pose plus la question à Camille, moi, ça me fera toujours rire, mais ouais. Alors, il s'est passé 13 ans ou 15, je sais plus, entre le premier décès dans ta famille et la sortie de ton album. ouais. Euh, tu nous as raconté juste avant que c'est Camille qui t'a cuisiné, mais il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit, oh, cette histoire, faudra la raconter. Est-ce que c'est vraiment via Camille que c'est devenu une évidence, ou à quel moment c'est devenu une évidence pour toi? Alors, ce qui est marrant, c'est que on est dans ma famille, on a tous regardé la série, je ne sais pas si tu la connais, Six Feet Under. Ah oui, je la connais de nom, mais ouais. Voilà. Bah, alors, je te la conseille vivement. Et donc on a tous regardé cette série et on a tous adoré cette série, on a tous pleuré, enfin voilà, on l'a tous trouvé merveilleuse. Et donc quand tout ça s'est produit, on s'est dit non mais ce serait un épisode de Six Feet Under, on trouverait ça abusé en fait, on trouverait ça un peu trop. Et donc on a souvent pendant cette période, on a souvent fait des parallèles avec des films un peu too much ou voilà, et donc des histoires quoi. On s'est toujours dit que ouais cette histoire elle était un peu too much pour être racontée, que personne n'y croirait parce que ça fait vraiment trop drama quoi. Hmm. Et donc voilà, donc déjà à cette époque-là c'est rigolo, on était déjà dans une espèce de parallèle avec une narration voilà. Et puis plus tard moi je me suis jamais dit que je pourrais la raconter parce que je pense que je pensais tout à fait que je n'aurais pas la capacité de le faire, que peut-être que ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Je voyais pas l'intérêt en fait, juste de raconter une histoire triste quoi. À Hmm. part être dans le pathos et dire oh regardez comme on a souffert, voilà et tout. Et Camille, elle était convaincue qu'il y avait une façon intéressante de le faire et qu'il y avait peut-être une façon de le faire qui euh, ferait en sorte que un lecteur à qui il est arrivé quelque chose de similaire, parce que enfin, les lecteurs à qui il est arrivé quelque chose de similaire du genre une naissance ou une mort, il y en a quand même un paquet. Hmm. Et peut-être que ce serait ou réconfortant de lire ça, ou peut-être de se sentir un peu moins seul avec sa douleur. Je sais pas. Alors moi, ce qui m'a convaincu quand Camille elle m'en a parlé, enfin quand Camille m'a poussé clairement, m'a harcelé pour qu'on fasse, pour que Ah ouais, elle je, t'a ouais. harcelé. Ouais. Ah franchement, il y a un moment où elle me disait bon écoute, enfin arrête de tergiverser, il faut que tu y ailles, il faut que tu racontes ça. Enfin, elle m'a dit mais moi si j'avais une matière pareille, j'irais immédiatement. Mais pour toi, ça n'a pas été de l'ordre du besoin de le sortir de ton système, cette histoire? Alors, je m'en suis aperçue en le faisant que oui, j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment Hmm. besoin, égoïstement, de faire quelque chose de positif de ce truc, mais vraiment hyper négatif, hein, sauf bien sûr la naissance de mon enfant, qui est évidemment que du positif, sauf les nuits courtes, bien sûr, hein, ça, voilà. Euh, mais, euh, mais je veux dire, de toute cette... En fait, ça n'a tellement pas de sens. Ça n'a tellement aucun sens quand une chose comme ça arrive, quand des choses comme ça arrivent, qu'on se dit mais il faut donner du sens au truc, enfin, je sais pas, faut et en faire quelque chose de créatif, fabriquer quelque chose à partir de ça, fabriquer quelque chose qui fasse du bien à d'autres gens, ça donne, je sais pas, c'est pas comme si on se disait oui tout ça est arrivé pour une raison, ça donne un peu de sens à toute la douleur en fait qu'on a ressenti, tous ces moments perdus. On se dit ok, ce sera au moins utile à si c'est au moins utile à quelqu'un 5 minutes,
c'est toujours ça de prix, quoi. Voilà, je sais pas, je me suis un peu égarée là, mais Non, non, mais ça t'a aidé dans ton processus de deuil, même s'il y avait beaucoup de temps quand ouais. même entre les deux, mais est-ce que ça t'a aidé, ouais? Oui, clairement oui, parce que ça faisait effectivement, la BD est sortie 13 ans après ce qui s'est passé, et je pensais naïvement que j'avais fait mon deuil et que je gérais plutôt bien la situation. Euh, et puis en fait, en travaillant sur cette bande dessinée, donc déjà ma famille était hyper partante, hyper soutenante pour ce projet, ce qui était assez Ah ouais, waouh. galvanisant. Ouais, bah j'ai Ouais, posé la question à mon père et à mon frère notamment. ouais. Je leur ai posé la question directement en disant, est-ce que si on se lance dans un projet comme ça, est-ce que vous, ça va remuer le couteau dans la plaie? Est-ce que vous serez mal? Est-ce que vous voulez bien que je parle de vous ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on dise ou pas? Donc on a mis tout ça au clair, et en fait eux ils ont été très clairs dès le départ. Pour eux c'était une excellente idée. Il fallait le faire, il fallait pas qu'il y ait de tabou. Il fallait qu'on puisse se sentir libre de tout évoquer sans restriction. Et du coup, c'était parti. Et à partir de là, je me suis dit, ok, c'est que du positif, c'est génial. Et puis, Attends, mais c'est quand même fort. Je t'arrête 2 secondes. Juste, oui. c'est un sujet qui m'interpelle parce que je suis aussi dans les projets qui me touchent dans mon intimité, Mhm. mon récit personnel, hein. Moi, je le fais à travers des podcasts. Oui. Et ce rapport à la famille, c'est vrai que comment se raconter sans. Enfin, je veux dire, on n'est pas tout seul, on a des liens, Oui. nos frères, nos sœurs, nos parents. Tout le monde n'a pas un rapport à la vie publique ou au fait de se raconter de la même façon. Il y en a qui sont plus pudiques que d'autres. Oui, oui, tout Euh, à fait. alors, c'est génial que ton papa et ton frère étaient directement partants, mais il n'y a pas eu de. Est-ce que toi, tu as eu un conflit de loyauté en te disant, bon, c'est vrai que j'en aurais peut-être besoin, c'est vrai que ça pourrait faire une bonne matière. euh, Est-ce que tout de suite, tu t'es dit, bon, je leur en parle et puis je verrai ou... Désolé, je suis pas très clair dans ma question, Non, mais non, mais je c'est comprends. ce rapport familial, il m'interpelle, tu vois. Oui, oui, je comprends, je comprends. Alors, encore une fois, Camille a été vraiment moteur à ce niveau-là. Elle m'a dit, c'est elle qui m'a donné confiance dans ce projet et qui m'a fait voir que ça pourrait être une bonne idée de le faire, même égoïstement, pour ma famille. Et on en a beaucoup parlé. Et ensuite, je me suis dit, c'est vrai, en fait, elle a raison. Ça peut être vraiment une façon aussi de transmettre quelque chose qu'on peut plus transmettre. C'est-à-dire que nous, on détient tous les souvenirs, on détient nos propres vérités sur qui étaient ces personnes qui ont disparu, sur cette période aussi assez folle qu'on a vécue. Et on est là, il y a une espèce d'injustice aussi avec la mort, en fait. C'est qu'il y a tellement de personnes que j'ai rencontrées après et dont je me disais, waouh, ils se seraient super bien entendus avec ma mère, ma soeur, ma grand-mère, ou ça aurait été tellement bien qu'ils se rencontrent, et enfin voilà, ils auraient eu ces réactions à ce moment-là et ça aurait été formidable. Que là, je me suis dit, c'est peut-être une façon aussi de les présenter au monde, en fait, à d'autres gens, de les faire revivre un peu, quoi. Et donc, enfin, quand je suis allée voir mon père et mon frère, je leur ai expliqué tout ça. J'ai pas eu besoin de leur expliquer beaucoup, en fait. Ils ont tout de suite dit, bon déjà, il était temps que tu fasses une BD, merci bien, Ah, d'enfin le génial, faire. génial. Ouais. Oui, ils ont été hyper encourageants et hyper fiers en fait que enfin je sorte du placard, quoi. La fils de la famille fasse quelque chose. Oui. Et ensuite ils m'ont dit, de toute façon, on a une confiance absolue en ce que tu vas raconter, en ce que Camille va raconter. On a confiance en vous, donc on n'a pas peur de l'image que vous allez renvoyer de nous, et voilà. Et donc ils ont tous les deux tenu cette position. Alors moi j'aurais pas parié là-dessus, hein. Honnêtement. C'est quand même deux hommes qui sont assez secrets, qui partagent pas leurs émotions hyper facilement. Et donc, je me suis dit, ça se trouve, ça va les mettre hyper mal à l'aise. Et puis, ils vont vouloir ne pas apparaître, dire, ok, mais on reste en dehors de ça, tu nous évoques de loin et c'est tout, quoi. Là, ils sont allés à Ouais, fond, et voilà. Et aussi, je leur ai dit tout de suite, est-ce que vous voulez lire avant que ça sorte? Est-ce que ouais. vous voulez pouvoir en fait mettre, je sais pas, votre veto sur des choses? Et ils ont tous les deux dit absolument pas. On ne veut pas lire avant que ça sorte. On veut que vous soyez libre de raconter cette histoire à votre façon.
Et nous, on sera très contents comme ça. Donc, alors, très positif tout ça, vraiment. Sauf que moi, j'ai serré les fesses jusqu'à la sortie du livre parce que je me suis dit, la vache, s'ils le lisent, qu'il est en librairie et qu'ils sont là, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est vrai, ouais. C'était une sacrée pression. Et, Euh, et ils ont réagi comment, du coup, à la sortie? alors mon père, donc mon père, il voulait lire la version papier. Il n'a pas voulu lire le PDF qu'on a envoyé à l'imprimeur. Voilà, il voulait vraiment avoir l'objet. Il voulait pouvoir aller se mettre dans un endroit tout seul pour pouvoir le lire. Et puis, comme il a dit, pleurer, tranquille, dans son coin. Ce qu'il a fait. Et en fait, il m'a dit, alors c'était drôle, il m'a appelé, et il m'a dit, bon c'est bon, j'ai lu. Il m'a dit bon bah c'est merveilleux, bah, j'ai adoré, voilà. Et il m'a dit par contre, il y a des trucs c'est faux. Hein. Je lui ai dit ah bon il y a des trucs faux. Il me dit mais carrément il y a des trucs faux. Et donc on a parlé de certains trucs dans le livre et en fait on n'a pas du tout les mêmes versions. Alors il y a Ah ouais. ouais qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux. Alors c'est de l'ordre du détail mais c'est pas vraiment un détail pour nous dans notre histoire et donc il m'a dit mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Je lui ai dit ah bon mais pas du tout. Et donc on a confronté nos points de vue et il se trouve qu'on sait pas du tout qui a raison. Donc c'était assez marrant. Ouais, Voilà. ok. Donc Bon, lui, il c'est a... l'expression de l'autrice, c'est toi. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, en fait, c'est ce que je leur avais expliqué. Je leur avais dit, ce sera à partir de mes souvenirs, donc ce sera forcément faux. C'est une interprétation de tout. Oui, c'est une reconstruction. Ouais. C'est une reconstruction, voilà. Et donc il y a pas de, c'est pas une vérité. Hein. Je pose pas ça là, ni d'ailleurs auprès de mes enfants en disant que c'était exactement comme ça que ça s'est passé les enfants. Voilà, je leur ai dit quand ils l'ont lu, je leur ai dit attention, ça c'est ma version de l'histoire. Si vous discutez avec votre grand-père ou votre oncle, ce sera probablement différent. Voilà. Et puis d'autres gens aussi qui n'auront pas la même vérité ni sur les personnes ni sur les faits. Voilà. Et puis donc c'était assez rigolo qu'on ait ces conversations qu'on n'avait jamais eues hein, sur les événements. Voilà, ça nous a Ouais. poussé un peu voilà, à les avoir. Et puis ensuite, il a appelé tous ses copains et tout le monde a acheté la BD. Donc j'en ai conclu qu'il était fier et content. Ce qu'il Et m'a ton dit. frère? Hein. Et Ton alors mon frère? frère, alors ça c'était plus compliqué. Mon frère vit en Nouvelle-Calédonie. C'est évoqué à la fin de la bande dessinée. Oui, Il est c'est pour parti. ça que je pose la question. Ouais, ouais. Voilà. Donc il vit en Nouvelle-Calédonie. Il a 2 petites filles et donc voilà. Donc lui, je lui ai envoyé la version PDF pour qu'il puisse la lire sur son ordinateur, voilà, avant la sortie, parce que le temps que les livres soient acheminés là-bas et tout, je me suis dit ça va être long. Je lui envoie et silence radio pendant 1 semaine. Ah ouais, oh là là, Ouais, ça c'est le stress, ça. mais carrément. Et là, je me suis dit mais il est vexé. Il a pas aimé, il a pas réussi à lire, qu'est-ce que c'est quoi? Et donc j'ai été vraiment en stress et puis j'en parle à mon père qui me dit est-ce que t'as des nouvelles de ton frère et tout. Je lui dis mais j'en ai zéro. Et il me dit attends c'est pas du tout normal. C'est très bizarre. Relance-le et je dis j'ose pas. Donc lui il l'a relancé, il lui a dit au fait t'as lu la BD de ta sœur? Il a dit ah mais non je l'ai pas lu parce qu'en fait l'ordinateur il est au milieu du salon, il y a les petites qui jouent, je suis jamais tout seul et moi je veux pouvoir pleurer tout seul. J'ai dit bah tiens ces deux-là sont bien faits du même bois. Et donc il a fini par lire la bande dessinée et puis on s'est appelé, et, il a été hyper touché et en fait ça lui a permis de faire quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire, c'est d'en parler avec sa fille aînée qui à l'époque avait 5 ans, de parler de ma sœur, de notre sœur en fait, ce qu'il n'arrivait pas à faire. Ta sœur jumelle, hein, c'est ça, hein? Oui, sa sœur jumelle. Ah bah oui. Euh, Parler d'une grand-mère qui a disparu, bon, c'est triste, mais c'est un peu plus traditionnel, enfin c'est un peu plus, comment dire, Oui, habituel. oui, c'est attendu, ouais, ouais. Voilà, parler d'une arrière-grand-mère qui a disparu, ok. Parler d'une sœur disparue, plus compliqué. Et alors lui, il se sentait trop fébrile en fait pour le faire. Hmm. Et puis en fait, comme il a su que mon livre allait sortir, il s'est dit oh là, il faut peut-être que j'en cause avant qu'elle tombe dessus plus grande et qu'elle me dise quoi. J'avais une tante, donc il lui en a parlé et j'ai su voilà que ce livre avait été un bon support pour lui pour aborder le sujet et donc bon ça grosse victoire là-dessus aussi. Enfin c'est rien Ouais. qu'en ça valait le coup de faire un livre de 240 pages. Voilà. Bah oui, ça permet de libérer la parole. Ouais, Comme tu l'as dit, de lever des tabous. ouais. Parce qu'on peut aisément imaginer ça, vu les événements tragiques qui ont traversé ta famille. Comment parler de ça? Et tu le fais avec tellement de... On reviendra sur ton processus et tout, hein, mais
tu le fais avec tellement de justesse. Comme tu as dit, tu tombes jamais dans le pathos. Il y a toujours beaucoup d'humour, de résilience. Tu te prends pas au sérieux. Et en même temps, c'est, comme tu dis, on pleure à chaudes larmes, quoi. Moi, la dernière page, je me Pardon pour souviens, ça. je me souviens d'où j'étais quand j'ai lu ta bande dessinée. Tu sais, quand je l'ai lu Ouais. et quand je l'ai terminé. Oui. Alors, je l'ai relu pour le bien de cette interview, mais tu sais, quand il y a des moments marquants, tu sais, on se souvient tous de. Alors, la comparaison, elle est super hasardeuse, mais tu sais, je sais pas, les deux tours, enfin, Oui, qui se oui. sont détournés, enfin, tu sais, on se Oh la souvient tous vache. de où on était, quoi. Et moi, Oui. je me souviens très bien, j'étais dans le jardin de ma belle-sœur pendant l'été et je l'ai lu, et à la fin, et voilà, il y a cette justesse qui traverse toute ta bande dessinée. Euh, et qui est voilà un magnifique héritage aussi pour tes enfants. D'ailleurs, les enfants, parlons-en. Ta BD commence avec toi et tes enfants au cimetière et ils te posent des questions sur ta famille. Alors, j'imagine que c'est narratif, mais est-ce qu'il y a eu ce point de départ Oui. dans la vraie vie Oui. ou... Ah ouais? Oui, Ouais? oui. Oui, alors Tu me d'abord, racontes? merci beaucoup Ouais. pour tout ce que tu viens de dire. Je suis très touchée. Voilà, je tiens à le dire. Parce que comme je réagissais pas, ça fait un peu genre, oui, bon, allez, des compliments, je suis tellement habituée. Donc merci beaucoup. Oui, cette scène, alors tout est vrai dans la BD, tout, sauf un détail sur des pois chiches. À un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, je crois que c'est moi qui dois raconter à ma sœur que mon mec m'épluche les pois chiches avant de les mettre dans le plat et que je trouve ça hyper romantique. C'est faux, il a jamais fait ça. Il a fait des tas d'autres trucs très bien, mais pas ça. Comment Voilà, mais as-tu sinon, osé? Franchement. c'est Camille qui m'a obligée à mettre ça. J'ai dit c'est du mensonge. Elle m'a dit mais non, mais j'ai trouvé ça tellement adorable. J'ai une amie qui m'a raconté ça. Il faut qu'on le cale. C'est tellement adorable et tout. Voilà. Donc ça c'est le seul truc qui est faux. Et la scène du cimetière est vraie et parce que ma fille avait une espèce de détente. En fait, je lui ai parlé tout de suite. En fait, à l'hôpital, à la maternité, j'ai posé plein de questions. J'ai été suivie par un psy pour essayer de cadrer, pour voir si j'allais pas me taper une dépression postpartum énorme, ce qui Hmm, était quand même assez envisageable d'ailleurs toujours envisageable, hein, quel que soit le c'est clair. contexte. Ouais, ouais. Voilà, mais bon là il y avait quand même des trucs, des petits red flags, donc je voyais un psy et je lui avais dit mais comment je fais avec mon enfant? Est-ce que je lui en parle? Est-ce que j'attends qu'il soit majeur? Est-ce que comment ça se passe? Et en fait il m'avait donné ce conseil, il m'avait dit franchement, parlez-lui en dès le premier jour, en fait. Comme ça va complètement banaliser le truc. Vous allez être habitué à le faire. Votre enfant, il en entendra parler régulièrement. Il sera pas choqué de découvrir des trucs. Voilà, utilisez vos mots. Dites ce C'est que le vous avez psy, envie de dire. c'est le psy qui est dans la bande dessinée? Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais. le psy qui est dans la bande dessinée. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça. En fait, ça m'a déjà beaucoup détendu parce que je me mettais une sacrée pression là-dessus. Et puis finalement, j'ai fait ça. Et dès le premier jour, quand on s'est retrouvés toutes les deux, je l'avais dans les bras et je lui ai dit, bon, faut que je te raconte, t'as quand même Faut une que je te parle. sacrée famille bien déglingue en ce moment. Donc voilà, donc je lui ai raconté, je lui ai dit, voilà, il s'est passé des trucs, t'as raté des trucs là, mais des trucs de fou. Bon voilà, je t'explique. Et en fait, du coup, ma fille, en grandissant, elle a toujours su en fait tout ça. Mais il y a un âge quand même où enfin, la signification. Enfin, je veux dire, on percute un peu plus sur. Attends. Les gens meurent, c'est-à-dire, ils vont où du coup comment ça se Hmm. passe voilà, où sont-ils? Leur corps, il est où? Leur esprit est où? Comment ça se passe quoi? Et donc, elle a eu un moment cette fascination pour le cimetière parce que je pense que c'était pour elle, ça l'a ramené vers un truc concret quoi. Genre, ok, elles sont là, très bien, elles sont là, leur corps est là, très bien, voilà. Et donc un jour, enfin c'est vraiment ce qui s'est passé dans le livre. Je les ai maquillées, et puis ensuite j'ai dit oh il fait beau, on sort, on va où? Au cimetière. Je suis là mais quoi? Puis elle m'a dit si je vais raconter tout à Arsène, il va tout comprendre. J'ai dit oh, ok bon allons-y. Et vraiment, enfin on est resté d'ailleurs. On est arrivé assez tard et ils ont joué entre les tombes avec il y avait des petites punaises rouges qui se baladaient partout, des petits insectes. Et donc, ils couraient après les insectes. Après, ils étaient là, on va arroser. Alors, je disais, mais il n'y a pas tellement grand-chose à arroser. Oui, mais c'est pas grave, on arrose quand même. Donc, ils sont allés chercher un petit arrosoir, on a arrosé. C'était hyper ludique, en fait. Et donc, il y avait des gens qui se baladaient dans le cimetière, qui voyaient des gosses maquillés en train de rigoler autour des tombes. Et je pense que c'était un peu rafraîchissant, quoi.
Et puis on a failli se faire enfermer dans le cimetière. On a dépassé l'heure, ouais. quoi. Ok. Voilà. Donc on a couru jusqu'aux portes du cimetière. Et puis il y avait le gardien qui était là. Et on a dit, on a failli se faire enfermer. Il a dit, oh non, vous en faites pas. J'aurais vérifié quand même et tout. Voilà. Et donc pour eux, c'était un moment extrêmement joyeux, quoi. Un peu déstabilisant quand Arsène a cru qu'il y avait un mort-vivant. Parce que comme Daphné lui expliquait que tout le monde était mort ici, absolument tout le monde, et qu'il a vu quand même un monsieur avec une brouette, il s'est dit, ok, il est mort, il marche, comment ça se passe? Donc il a vraiment cru que c'était un mort-vivant, et voilà, il était tout petit, mais il m'a dit, il est mort. Bon, voilà, c'était un peu abstrait pour lui. Fantastique. Ouais, carrément. Mais c'était vraiment un bon moment, un moment hyper joyeux, et je me suis dit, mais alors vraiment, les gamins sont magiques, quoi, pour ça, d'un endroit un peu pesant, enfin, parce que moi, je suis pas hyper à l'aise avec les cimetières, c'est pas un endroit qui me fait a priori du bien. Il y a des gens à qui ça fait beaucoup de bien d'aller au cimetière et ça les ressource et tout. Moi, ça m'angoissait à cette époque-là, et en fait, ça m'a carrément changé ma vision du cimetière, qui est un lieu de vie aussi, en fait, qui est vachement un lieu de vie d'ailleurs. Donc Bah oui. voilà, ouais. Wow. Et donc là, du coup, on a fait un flash forward, on a été Ouais. jusqu'à la sortie du livre, jusqu'à la réaction de ton père, de ton frère, tes enfants, etc. Mais donc, si on en revient à toi, donc Ouais. il y a Camille qui te pousse, donc ça devient une évidence, tu te dis, ok, j'en ai besoin. Mm. Euh, Comment se passe concrètement la création de cette bande dessinée? Parce que, voilà, on l'a évoqué, c'est quand même pas rien tout ça. C'est Mm. beaucoup de matériaux, c'est beaucoup d'intensité. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir se raconter comme ça avec justesse. Euh, Tu te dis, allez, on s'embarque. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'embarque, qu'est-ce qui se passe? Déjà, dans un premier temps, on fait un dossier de présentation pour un éditeur, parce qu'on se dit, il nous faut un éditeur dans la boucle. On peut pas bosser sur ce projet pendant des années sans signer un contrat, sans y aller. Voilà, il nous faut une espèce d'échéance, il nous faut un cadre. Donc, on a d'abord fait vraiment elle m'a dit, on a vu ensemble, on avait déjà beaucoup parlé de cette histoire ensemble parce que Camille, bon, on est amis, on s'est rencontrés pendant toute la tornade là, émotionnelle que ma famille a vécue. On s'est vraiment rencontrés à ce moment-là. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc elle est vraiment arrivée dans un moment de chaos, et en plus elle est arrivée dans ma vie parce que c'est une amie d'une amie de ma mère, et donc vraiment elle était enfin complètement en immersion quasiment avec ce qui se passait dans notre famille. Donc elle connaissait déjà l'histoire. On s'est donc pour faire le dossier, on s'est penché, on s'est dit il nous faut un passage de l'histoire qui soit un peu qui soit à l'image de tout ce que la BD va raconter, c'est-à-dire qui raconte la vie, qui soit un peu marrant, qui soit un peu émouvant, parce qu'on voulait mettre de l'humour et de l'émotion, voilà, bon, qui soit un peu décalé, qui soit tendre aussi. On voulait vraiment, voilà, essayer de mettre tous les ingrédients. On voulait que l'éditeur voit tous les ingrédients dans ce passage-là. On a choisi de parler du passage de l'enterrement de ma sœur, où j'étais complètement défoncée aux hormones. Et voilà, et où j'avais des réactions complètement à côté de la plaque, où j'étais extrêmement joyeuse et je me comportais comme si c'était une fête surprise d'anniversaire, alors que voilà, tout le monde était venu enterrer une jeune femme et que c'était d'une tristesse horrible. Et voilà, et donc on s'est concentré là-dessus. On a fait le dossier, on a donc signé un contrat avec Delcourt, et donc on a bossé avec notre Ils ont éditrice. tout de suite, vous avez écrit à Delcourt et ils ont tout de Alors, suite dit OK. on a eu une chance absolument insolente. Grâce à Camille, qui est Eddie Barclay, a priori, qui connaît énormément de gens. Mais ça, je savais pas. Moi, je savais pas que je m'étais accoquinée avec une personne qui avait un réseau extrêmement puissant. OK. Je voyais juste la personne formidable qu'elle est, et pas tout l'argent que je pourrais me faire avec elle. Non, c'est faux. Mais toute la notoriété. La fame, la gloire, la drogue, tout ça. C'est ça. Moi, je suis une personne tellement naïve et désintéressée que j'avais pas vu tout ça, mais j'ai eu de la chance. Et en fait, quand on a eu ficelé notre dossier, Camille m'a dit, donc moi j'avais fait ma petite wishlist des éditeurs qui m'intéressaient, et puis surtout ceux qui pourraient être intéressés par ce projet. On avait fait une petite étude de quel éditeur sort quel type de livre, etc. quoi. Et donc à ce moment-là, Camille me dit juste avant qu'on en balance un peu à
dans toutes les boîtes mail des éditeurs. Elle me dit, bah, peut-être que je vais faire une story Instagram pour demander à mes followers s'il y en a pas qui sont dans le monde de l'édition ou s'ils pourraient pas nous rencarder, quoi. Et donc, elle balance une story en disant, coucou la communauté. Bon, elle parle absolument pas comme ça, donc elle a pas dit ça, mais elle dit, voilà, j'ai un projet bande dessinée. Est-ce que par hasard, il y aurait parmi vous des gens dans l'édition, dans ce monde-là, quoi. Et en fait, il y a une personne qui lui a répondu, qui lui a dit, bonjour, je suis la numéro 2 de Delcourt. Donc elle a dit, ok. Ouais. Et bah écoutez, voilà. Et donc elle a dit, je serais intéressée pour voir votre projet. Je vous suis depuis longtemps et j'aime ce que vous faites. Donc elle me dit, bah on lui balance. Et puis il y a plusieurs autres personnes qui ont dit, moi je connais la numéro 2 de Delcourt. Donc apparemment tout le monde connaissait cette femme formidable, Anne France. Et on envoie donc le dossier, et en fait elle le lit et elle nous répond 20 minutes après, c'est super, je voudrais vous présenter une de mes éditrices et qu'on en discute en visio, quoi. Donc là, bon, bah, moi, je suis tombée de ma chaise, hein, bien sûr. C'était un moment extraordinaire. Je ne pensais absolument pas vivre ça aussi vite. Pour moi et pour Camille, d'ailleurs, on pensait galérer des mois comme tout le monde. Enfin, on le sait que c'est pas facile de trouver un éditeur, qu'on a des refus, qu'on a, voilà, des moments où on se demande où est l'intérêt de faire tout ça, et puis si un jour ça va aboutir. Enfin, vraiment, moi, je m'étais préparée psychologiquement à ça, quoi. Donc là, c'était un peu le rêve américain. Enfin, c'était fou, quoi. Et puis en fait, on l'a envoyé à une autre personne, et donc on a eu 2 rendez-vous pour en discuter. Et il se trouve que l'éditrice de chez Delcourt, du coup, j'avais essayé de trouver des noms d'éditeurs de chez Delcourt, mais c'était impossible. J'arrivais pas. Enfin, c'est répertorié nulle part. Et donc j'ai pris tous mes livres de chez Delcourt, toutes mes BD, je les ai ouvertes et j'ai regardé à la fin s'il y avait pas dans les remerciements ou cité des gens. Et je suis tombée sur ce nom, Alix de Sanderval, et je me suis dit, moi, mais elle a un nom de personnage de bande dessinée, c'est génial. Et elle est éditrice de BD, c'est fou. Et donc j'ai cherché partout s'il pouvait y avoir des renseignements sur que fait un éditeur, qui sont-ils, tout ça. Je voulais un peu faire ma bonne élève, quoi. Et en fait, elle a enregistré un petit podcast très court sur son métier. Et j'ai trouvé que ce qu'elle disait était génial. Et donc je me suis dit, bon, bah ça me donne quelques billes pour discuter avec l'éditeur demain. En fait, il se trouve que l'éditrice, c'était elle. Donc je me suis dit, alors ça c'est un heureux hasard quand même. Donc j'ai un peu fait ma fangirl à lui dire, oh, j'ai écouté un podcast de vous hier, oh là là, c'est fou. Voilà. Et donc ça a matché tout de suite avec elle, avec Anne France aussi, qui est vraiment très sympa et qui a fait un accueil vraiment hyper cool, voilà, pour notre histoire. Et puis bah voilà, on a signé avec eux, et puis après c'était parti. Et donc là, tu veux savoir comment on a fait voilà. Parce que j'ai été un peu longue sur la partie signature d'un éditeur, mais je tiens quand même à préciser. C'est pas rien. Surtout pour une jeune autrice, c'est ta première bande dessinée. Bah, carrément. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent, ça paraît totalement abstrait, ce genre de passage, que tu puisses le décortiquer, c'est chouette. Ça. Bah, alors, juste sur la partie dossier, je voudrais quand même dire que je me suis énormément aidée de vidéos sur YouTube, des vidéos de Si, la dessinatrice illustratrice Si. Ah oui, bien sûr. Ouais. Voilà, qui fait des vidéos YouTube, mais d'une aide tellement précieuse pour les créatifs, je trouve, et vraiment, c'était une mine d'or. Et aussi de Sophie Lambda. Sophie Lambda, elle a fait des petites vidéos assez courtes sur comment contacter un éditeur, comment faire le storyboard, des vidéos de moins de 10 minutes, et franchement il y a tout dedans, quoi. Donc voilà, pour les gens qui écoutent et qui ont envie de faire un dossier de présentation de BD, ce qui est super important à mon sens, et ben ces vidéos-là sont géniales, quoi. Voilà. Et donc ensuite on a commencé à bosser, et là en fait avec Camille on était à distance l'une de l'autre, on n'était pas ensemble. Donc on s'est appelé, et Camille, elle a l'habitude d'interviewer les gens parce qu'elle fait des articles pour des journaux, des magazines, des interviews de personnes. Donc elle m'interviewait pendant 1h30 à chaque fois, donc c'était hyper intense, hein, et elle m'a demandé de raconter depuis le début toute l'histoire, et elle m'arrêtait de temps en temps pour me demander des détails un peu plus précis. Alors elle disait que en fait elle est très curieuse, Camille. Ouais. Et elle dit, en fait, dans la vraie vie, il y a des questions que tu poses pas aux gens, ça se fait pas. Enfin, voilà, quand tu connais les codes, tu vas pas leur dire, mais ta sœur était habillée comment dans son cercueil, du coup.
bien sûr. C'est pas le genre Ouais, de ça se dit questions qu'on pas. pose. Non, non, c'est malaisant. Et ben là, elle pouvait me les poser. Et je l'encourageais même à le faire. Donc c'était génial. Et donc voilà, Mais donc on s'est fait. pour toi, comment tu as vécu le fait de raconter ça? Parce que j'imagine que vous avez enregistré des heures et des heures et que Ouais. c'était très exhaustif, très détaillé. Mm. Ça devait émotionnellement quand même venir retourner beaucoup de choses, quoi. Ouais, ouais, c'était hyper lourd. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience de la charge émotionnelle, en fait, de ce que ça allait, du fait que ça allait me chambouler, ce projet. J'ai commencé à avoir un petit peu peur et je me suis dit, oula, ma grande, tu t'es lancée dans un truc sans avoir trop peur, mais va falloir border un peu tout ça. En fait, ouais, on a fait 5 séances, je crois, d'1h30 où effectivement je racontais tout, où elle me posait des questions un peu plus précises sur certaines choses. Il y avait déjà dans la façon dont elle l'orientait et dont je racontais, il y avait une trame. Il y avait une trame, il y avait des événements, il y avait des trucs qui se répondaient, des choses comme ça. Donc c'était super. Je vais pas dire que c'était super agréable cette période, mais en fait, c'était pas du tout désagréable. J'y allais pas à reculons en me disant, ah, va encore falloir que je raconte ma vie, on va chialer. En fait, on pleurait, on riait vachement. C'était hyper émouvant. Et puis, je suis en confiance totale avec Camille. En fait, j'étais bien à parler de ça avec elle. Voilà, je pouvais vraiment parler de tout et je sentais qu'on pouvait aller vraiment deep. En fait, voilà. Oui, ça devait être cathartique quand même de Ouais, pouvoir. ouais, ouais, Ouais. un peu, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, Et puis tu ouais, te puis sentais en confiance, c'est une ouais, amie, donc c'est une amie et c'est une professionnelle, que demander de mieux? oui, exactement. Et en plus, à chaque fois, donc on parlait pendant 1h30 et au bout d'1h30, elle me disait, OK, donc là, on va s'arrêter là et tout. Et je me disais, waouh, c'est vachement bien, on a fait une espèce de boucle, on est arrivé là. Mais en fait, elle m'interviewait clairement. Mais je le sentais Ouais. pas. Je sentais pas qu'elle orientait complètement nos conversations. Ça me semblait hyper naturel, mais elle, c'était hyper carré déjà. Elle était en train de structurer le truc, quoi. Elle est forte, cette Camille. Donc, donc voilà. Et puis après, à la suite de ça, elle a eu une phase d'écriture de quelques temps. Je saurais pas trop dire, mais voilà, ça lui a pris. Ouais, il y a eu peut-être quelques mois, peut-être 2 mois, où vraiment on se parlait plus et où elle écrivait. Des fois, elle m'envoyait des questions. C'était drôle. Je recevais un texto avec marqué à l'hôpital, ta mère, elle était habillée comment? Mais vraiment, c'est ni bonjour ni au revoir et tout. Et Ouais, une fois, elle m'avait dit, waouh, c'est hyper brutal. Et je lui ai dit, non, non, mais c'est normal en fait. Moi, je vais jamais trouver ça bizarre. Mais en fait, avec le recul, c'était hyper étrange, quoi. bien J'étais là en sûr. train de, je sais pas, au boulot. Puis tout d'un coup, je lui répondais, bah, elle portait tout le temps la même blouse, elle était verte. Ok. Et Ah ouais, c'était très tiens. bizarre. Ouais, allez, bisous, à la prochaine. Et, euh, et voilà. Et puis ensuite, on a travaillé sur Trello. Alors, en termes de méthodologie de boulot, tout le monde en a des différentes dans la BD, donc on savait pas tellement laquelle adopter. Et elle, c'était sa première BD aussi. Donc, on a bossé sur Trello parce que sur Trello, on s'est dit, ça fait comme des post-it. Et les scénaristes, parfois, ils font des post-it, ils les collent au mur et ils voient un peu, ils les déplacent, ils les bougent et tout. Et nous, on s'est dit, bah, c'est bien. Comme ça, on va faire des scénettes sur chaque post-it et on va pouvoir les bouger en Ouais. fonction de là où on veut les mettre dans le récit et tout ça. Donc on Mais, a... mais donc, attends, elle a une phase d'écriture pendant, j'imagine, quelques semaines, quelques mois. Ouais, Toi, fais autre chose. tu fais ta vie. Ouais, Et puis, soudainement, tu reçois un manuscrit qui retranscrit ouais, une partie de l'histoire de ta vie. oui. Et ça Alors te fait ça... quoi de relire ça, quoi, Ah mais c'est... En fait, c'est... alors c'est hyper magique parce que j'avais l'impression de lire une histoire qui me plaisait vachement en plus, quoi. J'avais envie de savoir la suite alors que je la connaissais, c'était drôle. Enfin vraiment, j'étais là, je lisais parce qu'en fait, elle m'envoyait en 3 parties le temps qu'elle puisse écrire et tout ça. Et en fait, je lisais une partie, puis je disais, oh, la suite, vite la suite. Je connais la suite, je sais très bien comment toute cette histoire va finir. Et en fait, la façon dont elle en a fait un scénario, une histoire avec des personnages et tout, j'étais là, oh là là, ça c'est typique de Cécile. Ah, sacrée Cécile. Voilà, c'était très, très étrange et hyper reposant, en fait. J'avais Ouais. l'impression que toute cette histoire si lourde, euh, je pouvais la lire et avoir une distance par rapport à elle. Et du coup, ça m'a fait une espèce de truc de, oh la vache, allez, enfin on C'est respire, quoi. c'est thérapeutique. Ouais, 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 carrément. Et c'est comme Carrément. si tu étais... Évidemment, j'imagine qu'avant la bande dessinée, tu avais déjà raconté ton histoire à pas mal de personnes. Mais Ouais. là, il y a une forme de reconnaissance vraiment hyper formalisée, un accueil de ton histoire inconditionnel.
Euh, c'est quelque chose de fort, de beau et d'intense, j'imagine. Oui, oui, oui. Et puis, enfin voilà, j'ai pleuré à des moments, mais c'est pas du tout parce que ça m'évoquait des choses, enfin que ça me rappelait des choses. C'était vraiment l'histoire. Je la lisais et je pleurais parce que je trouvais que c'était joli écrit comme ça. Il y a des moments, des relations entre les gens qu'elle a su mettre en valeur et j'aurais jamais eu ces mots-là et j'ai trouvé ça hyper poétique. J'ai trouvé qu'elle avait mis ouais, qu'elle avait été vachement fine dans certaines analyses de situations et puis dans certains silences, dans certains. Ah, j'ai trouvé ça hyper beau. En fait, la façon dont elle a retranscrit certaines choses, ça m'a fait regarder les choses d'une autre façon, quoi. Ma propre Hmm. histoire. Bizarre quand même. Et après, du coup, tu te mets à illustrer ta propre histoire. Voilà. Après, je fais le storyboard. Et mon storyboard, alors, j'avais jamais fait de storyboard. Donc, ben, moi, j'étais quand même un petit peu démunie hein, par rapport à ça. J'ai pas fait d'école de BD, j'ai rien appris à part voilà les podcasts, les vidéos, tout ça. Alors, il faut savoir qu'à cette période-là et avant de faire la bande dessinée, j'écoutais énormément de podcasts. J'ai vu énormément de vidéos YouTube. Je prenais toute la matière qui était possible. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert Sens Créatif. Wouhou. Voilà, et vraiment, Sens Créatif m'a énormément boosté. Je dis pas ça pour failloter. Je tiens à préciser que vraiment, je me suis sentie mais vraiment boostée et je me suis sentie faire partie d'une communauté de gens qui sont créatifs, qui essayent, qui tombent, qui se relèvent. Enfin, vraiment, ça m'a énormément aidé à me décomplexer et à vouloir oser, quoi. Voilà. Hmm. C'est pour ça que je t'ai envoyé la BD parce que vraiment, enfin, je pense qu'elle existe vraiment aussi en partie parce que ton podcast existe et qu'on peut avoir comme ça un accès aux témoignages de gens qui se posent des questions, qui essayent. Voilà, tes monologues m'ont vachement porté. Voilà, je me souviens très fort de celui sur les patates, euh, particulièrement, qui m'avait énormément parlé. Je me suis dit, voilà, c'est trop bien. Et puis, bah voilà, toutes ces interviews de gens qui disent, enfin, qui parlent de leur méthode de travail et de la façon dont ils s'acharnent aussi à des moments où, bon, bah, tout laisse à penser qu'il faut lâcher l'affaire. Hmm. Voilà, donc tout ça m'a vraiment galvanisée. C'était une petite Merci. aparté, voilà, Non, mais pour. merci, ça me touche aussi, évidemment, ouais. D'avoir en partie contribué à ça, c'est trop beau. Ouais. Bah ouais, franchement, je trouve aussi vraiment c'est le moment idéal quand même pour te remercier de tout ça. Et puis donc voilà, donc j'ai beaucoup potassé, j'ai essayé de me nourrir en fait et d'apprendre comme je pouvais. Et je me suis lancée dans le storyboard et j'avais vraiment j'ai essayé d'appliquer voilà toutes les règles les plus cool enfin j'ai Mais, beaucoup relu mes BD en mais tu ouais. bossais en mairie, mais tu Ah ouais. dessinais à côté un Oui. peu en tant qu'illustratrice quand même. Voilà, Alors je avais déjà un peu d'expérience. C'est pas comme si tu as tout sorti de ton chapeau. Ah bah en BD oui si par contre mais en illustration non l'illustration bah déjà j'étais donc graphiste dans une mairie mais il faut savoir que petit clin d'œil aux mairies dans les écoles d'art on valorise pas tellement ce type de boulot Non. alors qu'en fait mais non pas du tout c'est même un Ouais, peu c'est vrai, c'est honteux un peu genre vu, genre, c'est le bas de l'échelle si ok t'es oui graphiste, voilà tu bosses en mairie, quoi. mais ouais ah t'es fonctionnaire du coup mais t'es une artiste quand même bah ouais c'est mignon. Ok, d'accord. Et voilà, c'est ça. Alors que, en fait, c'était trop bien, quoi. Enfin, je pouvais dessiner tout ce que je voulais. Les projets, ils changent tout le temps. T'as une grande liberté. Et donc, j'ai pu... ouais, j'ai complètement... bah, gardé complètement le lien avec le dessin et la créativité dans cette mairie, au sein de cette mairie. Et vraiment, pour moi, c'était un terrain de jeu génial. Donc, aux gens qui sont dans une école d'art ou qui vont se lancer dans la vie active, ne négligez pas les mairies, c'est trop bien, vraiment. Voilà, je tiens à le dire parce que... Mais c'est quand même fort, enfin, je veux dire, enfin, ta bande dessinée, elle est hyper aboutie et enfin, je trouve que c'est hyper encourageant d'entendre ça. Évidemment, ça t'a demandé beaucoup de travail, euh, mais tu sais, le nombre de personnes qui se disent, ben, moi, je sais pas faire, j'ai pas été Ouais. formé, je j'ai pas le temps ou que sais-je. Bon, évidemment, c'est une histoire viscérale. Je pense que ce type d'histoire, et c'est pour ça que sur Sens Créatif, ou dans notre bootcamp plaquette et compagnie, on pousse toujours euh, les gens à aller chercher, pas dans leur tête, genre, oh, qu'est-ce qui serait une bonne idée? Tu sais, comme tes histoires de petites sorcières, Ouais. why Truc not? agréable, quoi. Allez, Ouais. pourquoi pas? Mais en Mm. fait, dans l'absolu, ce qui nous drive à mener un projet à bien, c'est souvent
quand ça vient nous chercher dans le bide, Ouais, quand c'est une histoire de peut-être littéralement, tu m'excuseras, mais de vie ou de mort, et t'es pas la ouais, seule personne tout à à fait. m'avoir raconté ça en fait. Mm. Euh, et dans ces moments-là, on est prêt à péter les murs en fait, à se dire, allez, je vais apprendre sur le tas, mais il faut que Ouais, il cette faut que ça histoire, sorte. que ce récit, il faut que ça sorte. Et tu Mm. l'as fait, et même si tu n'avais jamais fait une BD avant, quoi. Ouais, je pense que c'était le prétexte qu'il me fallait, en fait, vraiment ce truc-là. Et puis, pardon. Et puis, en fait, j'avais signé un contrat d'édition. Donc maintenant, il fallait. C'est un peu Oui, comme pas le quand choix. voilà, c'est un peu comme quand tu veux fort fort faire un bébé, tu tombes enceinte, t'es là, ouais, youpi. Puis après, tu dis, oh, va falloir qu'il sorte. Ouais. Waouh, ça va faire mal. Mais en Mais même temps, c'est si tu veux ce bébé, il faut qu'il sorte. Donc, Mais, mais c'est important aussi ce que tu dis là. Dans Sens Créatif, on parle aussi souvent du fait de se donner euh, de prendre des engagements ou de se donner des rendez-vous. Par exemple, quand j'ai lancé Sens Créatif, bah, mon deal, c'était toutes les 2 semaines, il y aura un épisode. Que ouais, je me sente bien ou pas, je c'est prends un ça. engagement face aux auditeuristes. Toi, tu as signé, tu t'es positivement jeté dans la gueule du loup, tu as signé un contrat avec Delcourt et non des moindres. Et du coup, c'était genre, bon, ben, pas le choix. Et ça, Bah c'est aussi ouais. très important, quand on sait que ça vient du bide, qu'on sent que il y a une forme de justesse. Là, comme on dit au Canada, suffit de niaiser, quoi. Maintenant, on se met un cadre Ouais. et on s'y tient et on s'engage. Et évidemment que dans les moments peut-être de découragement, tu as la petite deadline ou le petit engagement qui fait Cécile, tu t'es engagé, il faut que ce T'as plus le bébé, choix. cette bande dessinée sorte, quoi. Ouais, sinon c'est la honte. Donc on y va quoi. Bah aussi il y a un truc super cliché mais que j'ai ressenti hyper fort à ce moment-là, c'est aussi que ben j'approchais les 40 ans, que bon autour de moi il y a quand même des gens qui sont morts très jeunes et je me suis dit est-ce que ce serait pas temps d'arrêter de faire semblant de faire les choses et de se dire on les fera plus tard parce que peut-être il y a pas de plus tard donc c'est maintenant quoi c'est maintenant et Mm. il y avait ce truc aussi d'héritage tu vois de me dire s'il m'arrive quoi que ce soit en fait il y aura ça qui restera comme une sorte de témoignage de un truc que je pourrais transmettre à mes enfants. C'est hyper égoïste parce qu'en vrai, c'est une BD qui est sortie pour le grand public, alors que là, je te parle de mes enfants, mais je me suis dit, il faut que je fasse ça pour eux, en fait. Il y a tellement de choses qui ont disparu, en fait, Mm. Mm. voilà, tellement de choses qui existent déjà plus. Il faut que je les fasse exister pour eux. Voilà, faut qu'ils sachent que ça a existé, faut qu'ils sachent qu'elles ont existé, quoi. Et je me suis sentie, en fait, investie d'une mission un peu plus grande que simplement répondre à un contrat, enfin, voilà, que j'avais signé. Ça Évidemment, m'a oui, boosté oui. aussi, hein. Non, mais ça Oui. m'a boosté de ouf aussi, hein. Il y avait l'espèce de fierté de dire, non, mais attends, maintenant que j'ai signé un contrat avec Delcourt, je vais pas faire genre, non, finalement, voilà, il y avait l'ego, hein. L'ego m'a Ah, poussé aussi. oui, il y a l'ego, c'est certain, et on a tous besoin. Parfois, l'ego a mauvaise presse, alors qu'on en a besoin pour se Ah, grave. construire, pour se Ouais. pousser, pour une forme de reconnaissance. Enfin, c'est vital, c'est nécessaire. Mais Ouais. ce que j'entends aussi, c'est que c'est un récit intime. C'est-à-dire qu'on parle de ta famille, de ta grand-mère, de ta maman, Mm. de ta sœur, de ton papa, de ton frère, et aussi de tes enfants. Tu vois, tu viens de me parler de tes enfants. Mm. Et ce sont toutes des forces euh, qui touchent à l'intime. Et moi, enfin, je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que d'adresser l'intime, de parler de l'intime. Dans le spécifique réside de l'universel, hein. Ouais. Et C'est ce que dit Camille aussi. c'est souvent dans ces récits-là, c'est ça qui nous met en marche. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses parfois à tourner autour du pot, et qu'on se dit non, il faut pas que ça n'intéresse pas, ou ce serait impudique, mais c'est exactement ce qu'on évite, ou les récits parfois un peu durs, Mm. euh, ou qui nous touchent intimement, qui valent la peine d'être racontés. Et souvent, les enfants sont aussi un moteur. Moi, mes podcasts, pour être tout à fait transparent avec toi, que ce soit Sens Créatif ou Hérétique, moi, je le vois vraiment comme le petit pousset. C'est-à-dire Ouais. que je dépose des petits cailloux pour mes enfants, vraiment, hein. Mm. C'est aussi peut-être un peu égotique parce que je me mets dans un délire de genre, peut-être que quand ils seront plus grands, ils auront envie de redécouvrir leur papa, et peut-être que je ferai les podcasts pendant une dizaine d'années. Je suis déjà dans ma 6e année là, et que ils vont se dire tiens, je vais me manger tout Sens Créatif, tout Hérétique, tout ce que.
et histoire de découvrir un peu le cheminement de leur père. Peut-être qu'ils s'en Ouais. foutront, ils se diront mon père bat les couilles, il me parle tous les jours à la maison, j'ai pas envie d'en savoir plus. Mais il y a ce truc, tu vois, et de redonner le choix, peut-être parfois on n'arrive pas à verbaliser les choses avec nos enfants Mm. parce que c'est compliqué, parce que c'est pas le bon moment, que à travers une bande dessinée ou des podcasts, pour les deux exemples qui nous concernent, euh, c'est un héritage qui Mm. existe et qui pourront ou non s'approprier, Ouais, tout à fait. mais ça a le chic d'exister et l'amour, enfin ce qu'on porte, cet amour qu'on porte à nos enfants, c'est souvent une énergie qui nous pousse à créer. Donc moi je suis pas surpris et je trouve ça totalement pertinent et beau quoi. Bah, en fait, il y avait énormément mes enfants auxquels je pensais, et il y avait aussi mon neveu, en fait, qui n'est pas mon fils, mais qui est un enfant et à qui je me suis dit, je vais pouvoir lui dire, si, bah c'est bon, maintenant je fais de la BD. Lui qui me disait, mais pourquoi tu fais pas de BD, c'est trop bizarre. Et je pensais à lui et je me disais, enfin même de laisser cet héritage, même s'ils lisent pas la BD, on s'en fout, laisser cet héritage-là, de dire, bah ma mère, en fait, elle voulait faire de la BD, elle voulait dessiner, du coup, elle l'a fait. Donc, si moi j'ai envie de faire un truc, bah, j'ai Exact. qu'à le faire. Ouais. Et de pas, du coup, qu'ils grandissent pas avec, ouais, avec bah, une mère un peu aigrie qui dit, bah moi, tu sais, dans mon jeune temps, j'aurais bien voulu faire de la BD. Oh, bah Ah ouais, ouais, maintenant, ouais. il est bien trop Ouais. tard. Voilà, je pense qu'il est jamais trop tard, vraiment jamais. Et d'ailleurs, il y a une illustratrice qui s'appelle Fanny Vella qui en ce moment met sur son compte Instagram tous les jours, elle dessine une personne qui a commencé un truc à un âge hyper avancé. Et je Ouais. trouve ça cool en fait de se dire bah ça peut être fait à n'importe quel moment vraiment tout le principal c'est de pas rester avec ce truc inachevé ou ce truc qu'on n'a pas Exact. essayé de faire parce que si j'avais échoué en fait si j'avais échoué bah, j'aurais les boules mais à la fois j'aurais essayé mais là, j'avais Ouais. même pas essayé, quoi. Donc, il fallait que je le fasse. Exact. Voilà. Exact. Et donc, tu te mets à dessiner. Ouais. Donc, un, qu'est-ce que ça te fait de te dessiner toi? Et deux, est-ce que tu as eu des moments difficiles, des moments de doute dans ce processus? Alors, ça a été hyper hardcore. On va un petit peu parler santé mentale, parce que j'ai pris cher. Alors déjà, me dessiner, très rapidement, je me suis dit, bon, faut pas trop que je m'attarde sur le fait que ça me ressemble ou pas. Je vais me faire un grain de beauté que j'ai. Je vais me faire brune et petite. Voilà, et c'est tout en fait. Je vais arrêter d'essayer de me faire de moi un personnage. Au début, je me foutais une pression énorme là-dessus, genre il faut vraiment que ça me représente, il faut vraiment que ce soit hyper emblématique, que tout de suite on se dise ah la vache, c'est ce personnage un peu comme je sais pas. Enfin, il y a des personnages comme ça dans des BD. Tout de suite, tu les identifies, tu dis, ah, c'est exactement l'auteur. En plus, ça lui ressemble Ouais. tellement. Bon, là, je me suis dit, bon, ok, arrête avec ça, ça te stresse, donc stop maintenant, on avance. Par contre, pour les autres personnages, là, j'ai voulu que ça leur ressemble beaucoup. Je voulais vraiment que ça leur ressemble, et sur le coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire d'après photo. J'ai essayé, ça m'a pris un temps de malade. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vas la faire en combien 20 ans cette BD? C'est pas possible. Donc je T'as me mis suis combien dit, ok, d'années? T'as mis combien d'années? j'ai mis 2 ans. Ok, 2 ans. ok. Ouais, ouais. Ouais, on va parler aussi des délais que j'ai dépassés, en fait. Ouais, mais Euh, t'inquiète, pardon, mais oh, continue, parce que ouais. ouais. Du coup, je me suis dit, ok, si je veux que ça leur ressemble, mais d'une façon intéressante, parce que les gens, en fait, qui vont lire la BD, ils en auront vraiment rien à cirer que ça leur ressemble pour de vrai, ils iront pas vérifier. Donc, il y a vraiment que moi que ça intéresse, cette histoire de ressemblance. Donc, je vais essayer de rendre le truc un peu plus intéressant sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que je me suis dit l'intérêt de faire en sorte que ça leur ressemble, c'est que je les dessine avec le cœur en fait. Ça fait hyper cucu ce que je dis là, mais c'était vraiment ça. Je me suis dit j'arrête de regarder des photos et je me concentre sur le souvenir que j'ai d'eux. Le souvenir, tu sais, on fait jamais ça, mais des fois si je te dis de penser à ton fils aîné là, Mhm. je te dis de te concentrer fort sur lui, sur sa bouche, sur la façon dont il parle, sur ses sourcils, sur ses oreilles et ses cheveux, comment il se positionne avec le vent. Tu vois, là c'est bon, là tu l'as. Ouais, tout me vient, ouais, ouais. Tout te vient. Mais ça, Ouais. c'est pas du tout un exercice qu'on fait souvent, tu vois, d'essayer de se souvenir hyper fort de quelqu'un comme ça. Et puis en plus, quand on le fait, on se rend compte que on a tout de suite des sons qui viennent avec, des odeurs, on a
des mimiques qui viennent avec et tout ça. Et là, je me suis dit, ok, bah moi, je vais faire ça en fait. Je vais essayer d'aller chercher hyper profond à quoi ressemblent les gens pour moi en fait, par rapport à mes émotions, par rapport à eux, leur façon de bouger, leur façon de parler. Je veux que tout ça se sente dans les dessins. Je veux que tout ça se sente pour moi. Et si ça se sent pour moi au moment où je le fais, alors peut-être que le lecteur il va le sentir aussi et qu'il va sentir l'émotion. Et donc j'ai fait ça et tu vois venir le truc hyper dangereux. Je suis allée vraiment hyper profond, chercher des gens morts que ton cerveau il fait exprès de te mettre tout ça un petit peu, tu vois, loin en disant ok elle peut pas gérer émotionnellement ça, donc on va archiver. Et moi j'ai fait non, je vais aller chercher dans les archives, génial, il y a de la poussière, c'est pas grave, on va tout déterrer. Et donc je faisais ça et donc je me mettais dans une espèce de, je dirais que c'était quasiment une transe quand je les dessinais. Je revivais vraiment des moments de, mais c'était pas des moments précis avec il se passait des trucs, c'était vraiment genre le rire de mon grand-père quoi. Et donc je faisais ça et donc ça me faisait des vagues d'émotions hyper vives et j'arrivais à dessiner ça et du coup c'était hyper réconfortant et parfois je voulais pas sortir en fait, je voulais pas revenir et tout ça et ça m'a ouais, c'est pas un truc que je conseille vraiment parce que ça m'a fait plonger trop profond en fait. Et du coup ça a fait ressurgir en fait les trucs que j'avais pas gérés de mes deuils. Et du coup je me suis vraiment laissée enfin je me suis fait gagner par les émotions et ça, en fait, donc je pense que si j'avais été complètement concentrée sur mon projet de BD et puis sur ma vie d'à côté et tout, j'aurais pu gérer. J'aurais probablement pu gérer, j'aurais appelé ma psy, on en aurait discuté et j'aurais pu gérer le truc. Mais je travaillais à 80%. Le soir, je rentrais, j'étais fatiguée normale de ma journée. Ok, je bossais dans une mairie, mais je vous jure, des fois, c'est fatigant. Et, et en fait, je me mettais devant... Alors d'abord, je m'occupais de mes enfants, j'avais ma vie de famille, voilà. Parfois, je voyais des amis, j'avais une vie sociale, je faisais du sport 3 fois par semaine. Et puis, quand j'étais bien fatiguée, voilà, je me mettais à bosser. J'allais chercher mes émotions profondes, mon deuil, tout ça, et je le mettais sur une feuille. Bon, évidemment, vu de l'extérieur, comme ça, on se dit, elle va mal finir, celle-ci. Bah oui, voilà. Mais moi, j'avais la tête dans le guidon et je me disais, il faut que j'y arrive, il faut que ça sorte, il faut que j'y arrive. Et puis, j'ai cassé. Voilà. J'ai cassé à un moment, il y avait trop, en fait. Je me suis mise à plus dormir. Ouais, j'entendais fort, comme une radio dans ma tête en permanence, comme un brouhaha, en fait. Pas de voix qui me parlait, mais d'un brouhaha continuel. Et je me suis mise à parler extrêmement vite tout le temps, j'étais hyper survoltée. Donc ma chef à la mairie m'a dit « Je pense que ça va pas fort, toi. Je trouve que tu parles très vite. » Je lui ai dit « Je parle vite? Ah bon? À quel moment? » Mais non, pas du tout, pas du tout. Et puis elle m'a dit « Peut-être tu devrais aller voir ton docteur parce que je te sens pas là, je te sens pas. » Et puis pas manqué, je suis allée voir mon médecin. Il m'a dit « Je pense que tu es en train de nous faire une petite dépression. » Je lui ai dit « Mais non, mais pas du tout, je vais très bien, docteur. Il faut que j'aille travailler, je vous laisse. » Et effectivement, elle m'a dit « Je t'arrête un petit peu. Je pense qu'il faut que tu te concentres que sur ta BD et plus sur ton travail et un petit temps pour que tu te redresses un petit peu et que ça aille mieux et tout. » Et en fait, en m'arrêtant, je me suis arrêtée de partout et j'ai fait une espèce d'effondrement émotionnel où je n'ai fait que dormir pendant 15 jours, 3 semaines. Ah ouais. Ouais. J'ai dû prendre des antidépresseurs pour me remonter, voilà. Et là, je me suis dit, waouh, mais j'ai joué avec le feu très fort pour des trucs hyper positifs, pour des bonnes raisons en fait. Mais j'ai voulu tout faire, tout pareil, rien sacrifier jamais. Et voilà, là pour le coup, l'ego ne m'a pas du tout aidé sur ce coup-là. C'était vraiment genre, mais bien sûr que tu peux tout faire. Tu peux tout faire et tout en même temps et tout à fond d'ailleurs et te donner à fond dans tout. Bon, à un moment, c'est une histoire de calcul aussi, c'est pas possible. Et ton mari, comment il a réagi pendant cette période-là? Mon mari, en fait, je pense qu'il s'inquiétait parce que il trouvait que que j'étais un peu, enfin, il comprenait que j'aille bosser le soir et tout et que je doive tout combiner et tout ça, mais ça faisait un moment qu'il me disait c'était peut-être un peu fatigué, voilà. Bon, il faisait son taf, hein, il jouait son rôle auprès de nos enfants, auprès de tout. Mais je voulais qu'on reste à égalité, moi. Je voulais pas qu'il en fasse plus que moi. Je voulais faire
tout pareil parce que j'allais pas. C'était absurde pour moi de bosser sur un truc qui était un peu l'héritage que je laissais à mes enfants et pas m'occuper de mes enfants. C'est n'importe quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc je voulais tout faire pareil. Et puis bah, au moment où j'ai cassé, lui c'est bah, bon, il était étonné. Je pense j'ai quand même une capacité à endurer en fait qui est quand même assez. Disons que je prends tout un peu avec le sourire et que je suis assez dure au mal, on va dire, en ce qui concerne l'aspect psychologique des choses, parce que l'aspect physique, absolument pas, je hurle dès que je me coupe. Mais du coup, il a été un peu surpris quand même de la façon dont je suis tombée net et fort. Il a assuré absolument tout à ce moment-là parce que je ne pouvais rien faire. Et puis ensuite, bah, il a attendu patiemment que je me remonte un petit peu, voilà. Lui, faut se dire aussi que voilà, le premier truc que j'ai mis de côté, c'est notre vie de couple, quoi. Parce que ça, je me suis dit, lui, il est grand, il peut comprendre. Donc voilà. Donc à ce moment-là, on avait aussi un peu rompu les liens. On parlait plus tant. On se passait un peu à côté, voilà. Mais tout ça s'est installé de façon. J'étais tellement dans l'urgence de faire les choses, tellement dans l'envie de faire tout bien que j'ai vraiment mis un mouchoir sur plein de trucs, quoi. J'ai vraiment c'est vrai qu'on se parle plus beaucoup et qu'on fait plus grand chose ensemble, mais j'ai pas le temps, donc il peut comprendre, voilà. Donc ça a été hyper compliqué pour plein d'aspects. Et en fait, ça m'a aussi montré mes limites, parce que j'avais jamais fait tellement gaffe à ça. Oui, il y a un truc aussi, il y a eu un déclencheur assez chelou, c'est que j'ai fait l'appendicite. J'ai eu une crise d'appendicite juste avant ce craquage là. Ah ouais, ok. Ouais. Alors la crise d'appendicite adulte, c'est un peu nul, hein. J'ai pas trop aimé. Mais c'était la première fois que mon corps me lâchait vraiment, que je sentais que je contrôlais rien et que s'il se réparait, c'était vraiment pas du tout de mon fait, quoi. Enfin, j'avais juste à attendre qu'il fasse son truc et puis surtout, il me lâchait à un moment où c'était pas le moment, quoi. Je lui en ai voulu, quoi. Je me suis dit, attends, mais on a des trucs à faire. C'est pas le moment de taper l'appendicite. Enfin voilà. Après, je me suis fait arracher une dent de sagesse. J'ai eu super mal. J'étais là, non, mais mon corps, sérieusement, on a autre chose à faire. On se remet vite et on y retourne. Donc voilà, j'étais dans une espèce de besoin de contrôle de tout parce qu'il y avait cette urgence de faire, quoi. Et je me suis bien gourée par rapport à ça. Mais à la fois, ça m'a appris vachement sur mes limites, sur les priorités, le fait de prioriser les choses, de aussi savoir qu'on n'est pas un Dieu tout-puissant et qu'on ne peut pas être partout à la fois et qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, même si c'est pas le moment, bah, ça se passe et c'est comme ça. Et c'est drôle, on pourrait se dire qu'avec mon histoire familiale, je suis censée être au courant de tous ces trucs-là, mais non, je pense qu'il fallait que je le vive à l'intérieur, quoi. Voilà, donc il y a eu... Et tu craques ouais, que ton frère, ton père, par exemple, eux aussi, comment ils vivent la chose, parce que c'est leur récit, c'est votre récit que tu mets ouais. en image. Peut-être qu'eux aussi ils se disent, bah, attends, mais on est tout partant pour cette bande dessinée, mais pas au prix de ta santé mentale et que tu craques, quoi. Ben, en fait, je pense que personne n'a bien compris pourquoi j'ai craqué à ce moment-là. Parce qu'en fait, vu de l'extérieur, tu sais, il y a ce que tu renvoies aussi aux gens. Moi, j'étais pas en Bien train sûr. de dire je suis épuisée Oui, et tu es quelqu'un de solaire naturellement, donc ouais, non, puis surtout, je pense que j'étais aussi dans le déni, hein. C'est plutôt ça, moi, je pense. J'étais vraiment dans un déni de, allez, je réalise mon rêve, je fais tout en même temps parce que mon rêve, il peut pas payer le loyer tout de suite, donc voilà, donc il faut que je fasse tout le reste. Et, euh, et honnêtement, je pense que je ne m'en plaignais pas. C'était comme ça, quoi. Donc quand j'ai craqué comme ça, ils étaient hyper surpris, en fait. Et pour eux, c'était un peu bizarre parce que je rêvais vraiment de vivre ça. Donc comment c'était possible que tout d'un coup je craque. Et puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au moment où tous les drames familiaux se sont passés, je n'ai pas craqué du tout. J'étais hyper solide. Donc là, tout d'un coup que je craque à un moment comme ça, ouais, c'était 10 ans plus super tard, bizarre. Ouais. ouais. D'ailleurs, moi non plus, j'ai pas tellement compris, mais en fait, bon, maintenant, enfin, tout fait sens et avec le recul et maintenant que voilà, que je vais mieux, que je me connais mieux et tout, je me dis ouais, je me suis dit là, je m'en suis vraiment trop mis quoi. Là, j'ai vraiment, j'ai trop présumé de mes forces, hein, clairement, voilà. Et c'était Et hyper, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses, hein, cette période. C'est ça t'a sur le pris coup, quoi? Ça t'a pris quoi? bah ça m'a appris
Ça m'a appris à ménager ma monture, c'est bien dit, n'est-ce pas? Heu, ça m'a appris que je dois me reposer, en fait. C'est pas du luxe, en fait, de ne rien faire, de s'ennuyer, de dormir. C'est pas du bonus, c'est pas de la fainéantise, c'est en fait, tu recharges, quoi. Il faut vraiment recharger. Ça m'a appris aussi que j'avais besoin de sport, de me défouler. Parce que ça, j'ai arrêté pendant longtemps parce que j'ai mis ça de côté et tout, et je pense que c'est un truc dont j'ai vraiment besoin, comme tout le monde en fait, de pouvoir sortir, de pouvoir m'aérer, de pouvoir faire autre chose. En gros, je crois que pour bien travailler, mais c'est des trucs hyper logiques, hein, mais je pense que j'avais besoin de les ressentir. J'ai besoin, comme tout le monde, d'avoir du temps pour travailler et pas des morceaux de temps aussi. C'est ça que Ouais, j'ai appris, ouais. pas des petits bouts. Et j'ai besoin de laisser de la place à chaque chose, quoi. Qu'il n'y ait pas des trucs que je fasse vite fait comme ça. J'ai besoin de passer du temps de qualité avec mes enfants, j'ai besoin de passer du temps de qualité avec mon mari, j'ai besoin de passer du temps de qualité avec mes amis, j'ai besoin de faire du sport, mais pas 5 minutes vite fait. J'ai besoin de passer véritablement du temps à travailler et pas des petits bouts, quoi. Petits morceaux à Mm. droite à gauche. Ça... Et, et alors, tu parlais de ménager ta monture. Comment t'es remonté en selle? Bon, bah, les médicaments, hein, bien sûr. Non, ça vraiment, un traitement était nécessaire parce que je suis allée trop loin, parce que voilà, ça c'était évident. Et puis ensuite, sortir, beaucoup marcher, prendre l'air. J'ai beaucoup fait ça en fait. Dans le premier temps où dormir, ça c'est clair, ça c'est évident. On néglige souvent cette partie de la vie, mais dormir, mon Dieu, c'est très utile. Et puis ensuite, ouais, marcher. En fait, pendant la période où je pouvais plus travailler, je faisais ça. Je sortais, je marchais, je voyais des gens que j'aime, voilà, je dormais. Et c'était ça dont j'avais besoin et que je faisais plus en fait, je pense. Et que je faisais plus bien en fait. Et puis Et, ensuite, pardon. non, vas-y. Et puis ensuite, et puis je te Ensuite, pardonne. j'ai réinjecté du travail parce que j'arrivais plus à travailler même sur la BD, j'y arrivais plus, j'avais plus la force, parce que plus la concentration. Et ensuite, j'ai réinjecté voilà du travail. Je me suis mise à rebosser et là, mon médecin m'a dit est-ce que ce serait pas temps de réduire ton temps de travail à la mairie pour pouvoir Ah oui. bosser vraiment? Le sens Et des priorités, des choses qui sont le plus importantes pour toi, c'est ça. En dont la fait, bande ouais, dessinée. oui, 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 tout à fait. Bah en fait, le médecin dont je parle, c'est un médecin qui est dans la bande dessinée. Mon Ok. médecin généraliste, voilà. Elle m'a dit, en fait, ce qui est important pour toi là, c'est les trucs qu'on n'enlèvera jamais de l'équation, c'est tes enfants, ton mec, tes potes, le sport, ta BD. Maintenant, le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Alors je lui dis, bah oui, mais mon travail, je l'aime et aussi il permet d'alimenter mon compte en banque, ce qui est important. Elle m'a dit, ok, mais essaie de voir à quel point tu peux baisser ton temps de travail sans que ça te mette dans le rouge. Voilà, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est ce que j'ai fait. Alors ça Ouais. demande des sacrifices, évidemment. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est du luxe, tout ça. Mais voilà, je l'ai fait, quoi. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui t'écoute et qui se dit ça donne envie, mais pas au prix d'un effondrement. Et Mhm. je m'inclus dans cette question dans le sens où je sais que j'ai une éthique ou une hygiène de vie, je sais pas comment je vais dire. Je suis, bon, comme tu sais évidemment, enfin, je suis quelqu'un de passionné, quelqu'un qui veut se donner les moyens pour y arriver, qui croit très profondément au pouvoir de la créativité, de faire du lien avec les autres, de se raconter, etc. Mais je sais que je me suis toujours dit, et je m'y tiens encore toujours, euh, que je ne veux pas. Alors, on a tous des valeurs différentes et qu'on hiérarchise différemment, etc. Mais pour moi, ma famille est très importante. Et, et je comprends aussi qu'en fonction des saisons de vie, on doit parfois les vitesses, on est en première, en seconde, il y a des choses qui bougent d'un étage, on a besoin de se réajuster, etc. Mais je me suis toujours dit que je voudrais jamais sacrifier mon couple et ma famille sur l'autel de mon travail ou de, de ma carrière. Et je te mentirais si je dirais pas, si je te disais pas qu'il n'y a pas eu des moments de rappel à l'ordre, de réajustement, de Jérémy, tu t'abuses, fais attention, on est là. Enfin, je veux dire, évidemment. Mais moi, quand j'entends ton histoire, euh, moi, je me dis, waouh, enfin, tout ce que ça demande.
Mais est-ce que je serais prêt à aller jusqu'à à vivre une T'abîmer? dépression? Ouais. Alors évidemment, tu vas me dire, mais Jérémy, je ne le savais pas, je ne l'ai pas prévu. Exactement. Ça m'est tombé dessus. Donc ça ne devrait pas nous empêcher de faire des choses. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien d'être préventif. On ne peut pas le savoir, du coup on compose quand on y est. Bref, je dis beaucoup de choses là, mais avec du recul. Ouais. Tu dirais quoi aux personnes qui se disent, mais moi j'ai des choses dans mon bide que j'ai envie de sortir, Ouais. mais j'ai peur de ce que ça pourrait me coûter. Alors, moi, j'ai aucun regret d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pense que tout ça fallait que ça se passe parce que je pense que j'étais pas à l'écoute en fait. Je ne n'écoutais pas, je n'observais pas à l'intérieur de moi ce qui se passait, ce que les événements produisaient en moi. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est de vraiment être super connecté à soi, quoi. De sentir, en fait, de faire confiance à son intuition. De pas être dans le déni, en gros. Moi, j'ai vraiment été dans une espèce de déni. C'est ça qui m'a mis dedans. Pas tant le fait d'être allé chercher, d'être allé puiser fort en moi et tout. Ça, c'était bien que je le fasse. C'était pas bien, en revanche, que je minimise l'effet que ça me faisait. Et je pense que quand ça te fait un effet très puissant, c'est bien d'aller demander de l'aide, en fait. Si Bien tu veux sûr. continuer de faire la chose parce que tu as quelque chose à accoucher, voilà, de quoi tu dois accoucher, et pour le faire, tu sens que tu dois en passer par là, demande de l'aide, quoi. Alors ça peut être un psy, ça peut être un médecin, ça peut être un chaman. Enfin, ce qui parle aux gens, en fait, ça peut être une religion, ça peut être tout ce qu'on veut qui peut nous permettre de garder un équilibre et de rester ancré dans la réalité, de pouvoir y revenir euh, et de pouvoir aller se ressourcer pour pouvoir, en toute sécurité, aller chercher, puiser profond en soi pour sortir tout ça, quoi. Bien sûr. Bien sûr. C'est ce que je dirais. Moi, j'ai pas fait ça. Et c'est clair que c'est quelque chose que je ferais maintenant, en fait. C'est aller demander de l'aide et être hyper raccordé avec moi, quoi. Pour tout te dire, au moment où j'ai eu l'appendicite, je n'arrivais plus à marcher correctement. Mais je pensais que j'avais juste mal au ventre. Tu vois, pour te dire à quel point j'étais pas raccordée, quoi. J'étais dans Ouais, un ouais. déni. D'ailleurs, je n'arrivais pas à m'asseoir sur ma chaise pour travailler. Du coup, j'étais en squat, en position squat. Qui fait ça? J'étais en position squat pour bosser et mes collègues me disaient ça va? Je disais non, j'ai un peu mal au ventre. Oui, bien Vraiment, sûr. j'ai vraiment attendu le moment où j'étais au bord de tomber dans les pommes pour aller consulter, quoi. Donc, Ouais, quand tu ouais. arrives à ce niveau-là de déni parce que tu veux atteindre un objectif, là, Mm. c'est pas sain. Mais il y a cette phrase qui dit, dans DJ Pizza, que j'aime bien parfois mentionner, qui Oui. dit Create to unfold your inner self. Donc, créer Mm. pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, Et en fait, finalement, cette bande dessinée, à bien des égards, a appris à mieux te connaître, tu as appris à mieux te connaître, à révéler des carrément. choses et qui t'ont permis de mieux composer avec toi-même et mieux gérer ton énergie par la suite et qui t'ont Ouais. ouvert sûrement de nouvelles opportunités pour faire tout ça. Ouais, totalement. Ouais, ouais, totalement. En fait, c'est pour ça que je dis que je regrette rien. Enfin, par rapport à tout ce chemin-là, même cette période qui a été hyper compliquée, qui a été, je pense, un peu, enfin, je sais, un peu effrayante pour mes enfants aussi, parce que quand tu te casses la figure comme ça, les gens le voient. Donc, et puis quand t'es le parent et que t'es censé sécuriser et que t'es plus toi-même en sécurité et que les enfants le voient, c'est compliqué pour eux. Donc ça a été compliqué, mais à la fois, si j'avais pas vécu ça, je pense que je serais restée dans une espèce de forme de déni comme ça, à penser que tout allait bien si je le décidais. Et voilà, pas savoir aller chercher de l'aide, pas savoir observer d'un peu plus près comment je me comporte et à quel moment je dois faire les choses parce que voilà, maintenant je sais te dire là faut que je sorte, faut que je m'aère en fait, c'est le moment. Là je peux pas Mhm. travailler. Je peux pas travailler là tout de suite parce que j'ai le cerveau trop embué et j'ai plus de problème à le dire. Avant, il fallait que je travaille. J'avais tellement peu d'espace aussi et c'est ça, tout découle de ça en fait. C'est que c'est la bande dessinée, c'est un métier difficile, mais de passion, mais c'est surtout un métier hyper mal payé, quoi. Donc forcément, tu peux pas faire que ça. Donc, bah, tu es obligé d'avoir un taf à côté. Si tu as une famille à gérer, bah, faut que tu gères aussi ta famille. Comment font les gens, quoi? Et en fait, il y a Mhm. beaucoup de gens dans la bande dessinée qui n'ont pas d'enfants et qui parlent et qui sont hyper prolifiques et tout.
Et c'est souvent eux dont j'entendais parler quand j'ai commencé à écouter les podcasts et à regarder des vidéos YouTube. Et je me disais, mais où sont les parents? Merde, où sont-ils? Pourquoi ils témoignent pas? Et parce que c'est hyper dur, parce que c'est clair. Enfin, moi j'ai vu, hein, voilà, comment faire rentrer tout ça dans une journée. T'as pas 24 heures dans une journée et tu dors aussi. Il faut que tu dormes, quoi. Donc, comment tu fais rentrer tout ça dans une journée? Il y a des sacrifices à faire et c'est clair. Et bien souvent, on fait pas les bons, quoi. Moi, j'ai sacrifié, voilà, des trucs pour ma santé mentale. C'était pas du tout bien. Donc voilà, c'est une espèce de découverte un peu globale, des découvertes de trucs complètement logiques d'ailleurs. Hein. Mais je pense qu'il faut, enfin voilà, moi il fallait vraiment que je les vive fort pour enfin les affronter et me dire ok bon bah c'est quoi mes priorités là faut prioriser. Voilà, ça m'a vraiment appris à prioriser en fait et à m'organiser, ce que je déteste. Mais franchement, c'est une réalité. Je pense qu'il faut vraiment s'organiser quoi. Faut avoir des plages horaires, des trucs à destination de certaines activités. Et puis, il y a aussi un truc qui est hyper rageant, c'est que des fois, tu as un boulevard pour bosser, ce qui m'arrivait parfois, j'avais 4 heures d'affilée, trop bien. Ça venait pas du tout. Ah ouais, c'est souvent sous la contrainte que les choses sortent. Carrément. Des fois, j'avais 10 minutes et j'étais là, oh non, j'ai trop d'idées. La frustration de devoir m'arrêter et tout ça, quoi. Donc voilà, c'était tout ça à rééquilibrer. Et alors, quel regard tu portes aujourd'hui sur cette bande dessinée, autant d'années plus tard, mais aussi autant d'années plus tard après les événements? J'étais super émue qu'elle sorte. J'étais aussi vachement fière parce que je sais ce qu'elle m'a coûté et que je suis allée au bout en fait. Donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, tu vois, technique d'avoir réalisé une bande dessinée quoi. Pour moi j'ai réalisé mon rêve en faisant ça. Je sais que je peux le faire en plus. Je sais que j'y arrive. Je sais que je peux le faire. C'est bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Voilà, c'est une bande dessinée qui est pas parfaite et tout, mais je l'ai fait quoi. Je l'ai fait. Et du coup, tout est possible après ça. Et puis par rapport à ce qu'elle représente aussi sur le plan émotionnel, je suis hyper reconnaissante par rapport à Camille de m'avoir poussée à le faire parce que ça a vachement de sens pour moi et je me suis rendu compte que ça avait du sens aussi pour des gens qui me connaissent pas. Et c'est hyper, je sais pas, c'est hyper émouvant quoi, de sentir que ouais qu'on connecte comme ça avec des gens qui savent connaître pas notre histoire au départ et puis qui ont pas du tout la même et puis qu'on n'aurait jamais rencontré probablement et de sentir qu'il y a une connexion qui se fait, qu'on est un peu dans la même team, qu'on se comprend sur certains trucs. Cette espèce de connexion entre les gens, moi ça m'émeut à fond. Après, par rapport à mes enfants, ils sont vachement fiers, ils sont super fiers, ils l'ont lu, ils la lisent régulièrement. Je trouve ça bizarre comme doudou quand même. Mais c'était génial de les voir avec la BD, de les voir découvrir ça. En fait, je voulais pas tout leur montrer parce qu'elle est dure quand même cette BD quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et vraiment, ils ont eu envie, en fait, au fur et à mesure, je les voyais. Tu sais, là en ce moment, mon fils, il veut absolument regarder les Gremlins et parce qu'ils sont trop marrants, mais sauf ils butent des gens aussi. Hein. Donc, il a quel âge ton fils là? Il a 9 ans et il est vachement impressionnable en plus. Donc on a regardé le début jusqu'à ce qu'il se transforme et puis là il y a quand même un Gremlins qui a bouffé le bras d'un gars et donc il m'a dit qu'est-ce qu'il vient de faire? Je lui ai dit je crois qu'il lui a mangé le bras. Je lui ai dit tu veux qu'on s'arrête? Il me dit ouais on s'arrête. Mais je suis sûre qu'à un moment, il va essayer de gratter un peu plus. Et c'est ce qu'ils ont fait pour la BD. Bon, personne mange le bras de personne, hein, spoiler alerte, mais fort heureusement. mais voilà, je sentais que plus ça allait, plus ils avaient envie d'en lire plus. Et pourquoi tu me lis pas cette page-là? Mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Mais est-ce que je peux juste regarder? Je peux juste jeter un œil? Puis en fait, ils ont tout lu, quoi. Donc ils ont compris ce qu'ils ont compris. Voilà. Bon, ma fille, elle a 13 ans hein, maintenant, donc elle est grande, mais mon fils, il est encore jeune et voilà, quoi. Mais c'est hyper cool. Et les connexions avec les gens, tes lecteurs, tes lectrices, t'as un exemple comme ça qui te revient, quelque chose de fort qui t'a touché? Alors, j'ai plein d'exemples, mais qui évidemment vont pas me venir, mais j'ai eu beaucoup de gens m'ont écrit sur Instagram à la sortie parce que c'était le vecteur le plus facile, enfin le lien le plus facile qu'on pouvait avoir ensemble. Qui m'ont écrit pour me dire que ça leur avait
comment dire, qui s'était reconnue en fait dans plein d'expressions d'émotions. Il y a une personne qui m'a dit par exemple, je ne savais pas que j'avais ressenti ça, j'aurais pas su mettre les mots, mais c'est ça que j'ai ressenti en fait. Et ça, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait. C'est à ça que ça sert, hein, de lire des trucs et de regarder des trucs. On dit, ah mais c'est ça que je ressens. Mais bon sang, mais c'est ce truc. La personne l'a exprimé et c'est ça, c'est moi. Donc il y a eu pas mal de témoignages comme ça et il y a un truc hyper fort. Bon, il y a une personne qui écoutera peut-être, qui s'appelle Cécile et qui m'a dit qu'elle venait de perdre sa meilleure amie et que ce livre lui avait permis à la fois de ressentir fort les émotions et à la fois de se sentir mieux et d'avoir envie de faire plein de trucs dans la vie. Ça lui a donné la pêche, quoi. Et bon, voilà, qu'est-ce que tu veux espérer de plus? Pas grand-chose, quoi. Il y a des gens, en fait, beaucoup de gens aussi qui ont dit ils avaient posé le livre et qu'ils étaient allés embrasser leur famille, en fait. Ça me donne envie de pleurer, évidemment. Mais voilà, je me dis, voilà, je vois, on n'en espérait pas tant. En fait, j'avais dit à Camille, s'il y a une personne qui lit et qui se sent mieux, ben, on aurait fait le taf, quoi. Et en fait, ben, il y a plus, quoi. Donc, c'est génial. Et puis, en fait, on a gagné un prix avec ce livre qui est le prix Hors les murs et qui est un prix décerné par des prisonniers normands. Donc ce livre, ouais. En fait, ce livre je ne connaissais absolument pas l'existence de ce prix et j'ai eu les boules de pas le connaître parce que c'est vraiment trop bien, quoi, comme mise en place. Mais voilà, et en fait, chaque année, les libraires de la région font un choix parmi toutes les sorties de l'année, sélectionne 5 livres à faire lire à des prisonniers pour les pousser un peu à bouquiner, découvrir la BD. Voilà, les BD c'est plus accessible pour les gens parce qu'il y a pas mal d'illettrisme et comme il y a des images, ils peuvent aussi s'aider par les images à comprendre les histoires et tout ça. Donc c'est plus accessible que de faire par exemple voilà une sélection de romans, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi la bande dessinée. Et donc ils font lire ça à plein de gens dans toutes les prisons normandes et puis ensuite les gens votent et donc on faisait partie d'une sélection de 5 albums, donc déjà on était hyper flattés, hyper contentes, enfin super touchées, et puis en fait on a gagné le prix. Et ce qui est fou, c'est que c'est une majorité d'hommes en fait qui ont voté. Et bon, c'est un livre écrit par 2 femmes qui parlent d'émotions, qui parlent de naissance. Voilà, on avait cru comprendre au départ que ce serait pas mal plus lu par un public féminin qui serait attiré de prime abord plus facilement par cette histoire-là. Et voilà, de savoir qu'on a gagné un prix remis par des hommes, c'était hyper touchant. Et donc j'ai eu la chance de faire une petite tournée dans 7 prisons pour rencontrer les gens. Ouais. Et c'était hyper émouvant et vraiment... j'ai pu avoir des échanges avec des gens. Enfin, il y a un monsieur, par exemple, qui m'a dit j'ai reproduit un de vos dessins et je l'ai envoyé à ma fille. Voilà. Et j'étais super émue. Enfin, c'est un monsieur qui est en prison depuis hyper longtemps. C'est un monsieur qui a un certain âge. Et voilà, il m'a dit, comme ça, je lui ai dit que je l'aimais, puis je lui ai envoyé le dessin. Bon, voilà, quoi. Donc, ouais, pas mal de retours vraiment hyper émouvants, hyper positifs. Pas mal de gens qui ont dit aussi que ça faisait du bien de rigoler de la mort, un peu. Voilà, parce que c'est vrai qu'on fait des blagues. Qui ont dit c'était bizarre parce que je rigolais, puis ensuite je pleurais, puis ensuite je rigolais. Donc on était un peu désolés pour cet ascenseur émotionnel. Mais à la fois, c'est quand même assez cool Et des gens aussi qui disaient que ça leur avait donné l'occasion de parler de leur mort, en fait, avec leurs proches. Et que c'est pas quelque chose qu'ils faisaient. Et ça aussi, c'est gagné parce qu'il y a un tel tabou autour de ça. Il y a un tel tabou en France autour de la mort. Dans certaines autres cultures, c'est tellement plus présent. Les morts sont tellement plus présents, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Bravo, vraiment. Je le montre là pour la version vidéo. Les fleurs aussi ont une saison. Magnifique bande dessinée que je vous recommande tous d'écouter. Cécile, pour terminer, tu es sur le SideQuest Podcast, qui est le side podcast de Sens Créatif, et on veut un petit peu la jouer RPG. Donc j'ai quelques petites questions de fin sur une note beaucoup plus légère.
C'est un peu un RPG dont tu es l'héroïne. Euh, c'est quoi, c'est quoi ta main quest aujourd'hui, ou en français ta quête principale? Euh, c'est de trouver un super équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, mais ça, j'imagine que c'est pas, c'est pas très original comme quête. Euh, c'est de continuer de faire de la bande dessinée, clairement, de faire des livres pour enfants. Voilà, ça c'est, ouais, c'est de continuer en fait, de continuer d'en vivre quoi. Et puis de faire des rencontres aussi autour de ça, de parler de bande dessinée avec un max de gens. Et voilà, je dirais que c'est ça. J'ai bien répondu. Ah, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ok. Ta, ta side quest aujourd'hui, c'est quoi? Euh, La vache, j'ai pas préparé mes réponses. Je suis perdue. T'inquiète. Tu sais, c'est comme dans je sais pas, Zelda, tu vois, tu as Ouais, l'aventure principale et puis hop, tu as des petites missions à côté que tu des peux petites faire pour missions à côté. compléter. Ouais. Reprendre une activité sportive. Ça n'a rien à voir, mais C'est non, important, c'est important. c'est important, ouais, c'est important. Ouais, en plus maintenant j'habite en Bretagne, un peu dans la nature et tout, donc du coup ouais, d'arriver à avoir une vie dehors qui me permette d'avoir une vie à l'intérieur plus épanouie aussi. Voilà. Ouais. Je sais On en a pas parlé si. finalement de la santé de l'artiste, hein, tu l'as Ouais, évoqué. Donc, exactement. et sur Sens Créatif, on aime bien parler de l'aspect holistique de la créativité, et des créatifs et des créatives. Et voilà, c'est pas juste tout de savoir tenir un crayon ou une tablette graphique, c'est surtout, on est des personnes entières. Et donc, du Ouais, coup, on a besoin de prendre soin des différentes facettes. carrément. Alors, quels sont les élixirs magiques que tu as trouvés en cours de route durant tout ton processus créatif, cette bande dessinée, tout ça? Bah alors, le plus efficace, c'est ma famille, mes amis, voilà, les gens, quoi. Je m'étouffe. Ça, c'est le plus efficace. Euh, Ben, Camille, ma scénariste, et notre éditrice. Ça, c'est clair. Deux sacrés élixirs. Ouais. Voilà, des guides, quoi, vraiment. Et ouais, je crois que c'est vraiment les. Ouais, la famille, les amis, le soutien, en fait, le soutien inconditionnel des gens, quoi, qui étaient à fond Hmm. derrière ce projet. Et ça, c'était un sacré moteur et un sacré. Ouais, ça me reboostait, quoi. Dès que j'avais un coup de mou et tout, genre, j'y arrive pas et tout. Mais si, mais c'est trop important, c'est trop important. Et hop, ça repartait, quoi. Voilà. Ton arme secrète, ou ta secret sauce, comme on aime bien dire sur Sens Créatif. Mon arme secrète. euh, Mon sens de l'improvisation, j'imagine. Je suis pas trop psychorigide. Si les choses se déroulent pas comme ça doit se dérouler dans mon imaginaire, alors j'improvise autre chose, quoi. Voilà, Ouais. j'imagine que, voilà. Et ton sens de l'humour aussi, le fait de Oui, pouvoir. peut-être. Oui, oui, c'est clair. Oui, 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 C'est oui une aussi, sacrée oui. force. Et pour terminer, ton boss final, il ressemblerait à quoi? Ah, alors clairement, c'est mon syndrome de l'imposteur, mon boss final, hein. C'est vrai? Ouais, clairement. Oui, oui, c'est tout ce qui me freine, tous les trucs que j'ai en moi qui me freinent, quoi. Là, il vient de se passer un truc qui m'a démonté. Et d'ailleurs, tiens, c'est bien que j'en parle, je pense que si j'avais eu cette expérience il y a 3 ans, j'aurais tout arrêté à cause de mon boss final, hein. C'est que avec une autrice, on a proposé un projet de bande dessinée à des éditeurs et leur réponse a été négative, ce qui arrive. Je m'étais préparée à ça. Sauf que dans leur mail, absolument charmant par ailleurs, ils ont dit que le niveau graphique était bien en dessous de ce qu'ils produisent, de ce Ok. qu'ils éditent. Voilà. Waouh. Et ça, je me suis dit, alors ça m'a évidemment foutu par terre parce que c'est hyper facile de se foutre par terre avec un commentaire comme ça. Ah, bien Euh, sûr. C'est voilà. violent. Ouais. Et je me suis dit, alors je me suis vite relevée parce que j'ai plein de projets cool, parce que je sais pas, à l'intérieur de moi, je me dis bon bah j'en serais pas là si ça déplaisait à absolument tout le monde.
voilà, calmons-nous, quoi. Mais je me suis dit, mais waouh, mais bon, déjà, j'ai fait un progrès vers le dégommage de mon boss final en remontant après ça. Et je me suis dit, il y a 3 ans, je me serais pris ça dans la tête, je n'y serais pas allée. Alors que j'ai bien fait d'y aller, quoi. Et mon style graphique, il est mieux qu'il y a 3 ans. Donc, voilà, quoi. Donc, morale de l'histoire, si vous recevez ça, vous formalisez pas. Hein. On continue. Ouais. Hein. Comme quoi, la naïveté est sous-cotée. Le fait d'y aller la fleur au fusil, Carrément. vraiment, genre la bouche en cœur, toutes les expressions Ouais. qu'on veut, mais c'est une telle énergie, mieux vaut parfois pas savoir. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai, la naïveté de l'enfant, quoi, Ouais. qui fait ce qu'il a envie et qui se dit, oh, bah, j'ai juste envie de le faire, quoi. Je pense que ça va marcher, du coup, si j'ai envie. Et, Ouais. et du coup, pour terminer, tu as trouvé un éditeur pour ce nouveau projet ou c'est quoi un peu la prochaine bande dessinée Alors, que ce tu travailles. projet-là, on cherche encore, mais c'est pas le prochain projet, en fait. Pardon. C'est la fin pour moi, apparemment. Je... Faut qu'on termine vite. la drama queen. Le prochain projet, c'est une BD qui sortira en octobre, que je fais encore avec Camille Ensaume, la merveilleuse, et qui va pas parler de moi, dans laquelle il n'y a pas de mort, donc c'est beaucoup plus détente. Voilà, c'est une histoire qui aura un petit peu de résonance avec les thèmes abordés dans la première histoire, mais en moins drama. Ok. Voilà, et qui sortira chez Delcourt avec notre éditrice. Ah Notre bah éditrice génial. préférée. Donc, Oui. ils ont les autres ont dit non, mais finalement Delcourt a re-signé. Alors non, ça c'est pas le même projet. C'est un autre projet. Ah, c'est un autre, pardon. Voilà, Ouais, c'est c'est un vrai. autre projet. Non, non, celui-là ils ont accepté tout de suite. Ils étaient chauds pour re-signer Ok, avec nous, donc ok. c'était trop bien et notre éditrice était vachement derrière nous, donc ça c'est super. Et puis un livre pour enfants aussi qui va sortir en octobre. Voilà, Bon bah chez super. Flammarion. Donc Ex- voilà, Génial. Donc c'est cool. c'est tout ça, c'est la naissance d'une autrice. C'est ça. Mais vraiment, ce livre m'a ouvert beaucoup de portes et surtout m'a permis de. C'est une carte de visite en fait, et j'essayais qu'on me voie avant en fait, mais je me montrais pas quoi. Donc c'était pas évident pour me trouver. J'ai essayé qu'on me voie, j'ai essayé qu'on me donne ma chance, mais ce livre-là, il me permet de me montrer vraiment et de montrer quelque chose qui me correspond vraiment fort. Et bah du coup c'est marrant hein, quand on trouve un truc dans lequel on croit vraiment et quelque chose qui vient des tripes quoi, comme tu le disais, qu'on arrive au bout de ce truc là, qu'on le fait, déjà il y a une satisfaction énorme à l'avoir fait, et en plus ça fait que les gens nous voient enfin quoi. Voilà. Exact, exact. Et comme dans Avatar, je peux dire aussi aujourd'hui, je t'ai vu, quoi. Tu vois, genre, I see I you. see you, exactement, Et mais c'était vraiment ça. C'est et je vraiment ça. te, je te remercie vraiment de m'avoir accordé ce temps aujourd'hui, Cécile. Évidemment, j'ai découvert toute ton histoire à travers ta bande dessinée, mais là, c'était vraiment précieux de revenir dans le temps et de pouvoir explorer comme ça de manière aussi exhaustive. Hein, t'y as été, franchement. Et je te remercie pour tout ça. Euh, c'est hyper inspirant et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et voilà. Comment tu te sens là? Je me sens super reconnaissante d'avoir pu parler comme ça avec toi. C'était super agréable en plus. Et ouais, je me sens moins stressée du coup, Je moins suis sûr que stressée qu'avant de démarrer. ouais, Et puis voilà, et je me sens bien quoi. Je me sens alignée. top. Ah ben, merci beaucoup, Cécile. Bonne continuation dans tes projets. Vous tous et toutes qui écoutez, procurez-vous Les Fleurs aussi ont une saison. Suivez-la sur les réseaux et restez à l'affût pour les prochaines sorties, donc au mois d'octobre, une bande dessinée, et puis le livre pour enfants qui sort quand, rappelle-nous? En octobre aussi. En octobre aussi. Ok, Voilà. super. Bon, rendez-vous en octobre. Merci Cécile et à très bientôt du coup. Merci. Ciao. C'était mon interview avec Cécile Poré. Si ce premier épisode du SideQuest Podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir sur www.patreon.com/senscreativepodcast pour accéder dans les prochains mois aux autres épisodes de ce podcast bonus. N'hésitez pas à contacter et à suivre Cécile Poré sur les réseaux sociaux pour lui faire part de vos retours.
Le générique, comme d'habitude, est signé Laurent Bazar. Et pour profiter de nos accompagnements en créativité ou vous inscrire à la 4e édition de notre super bootcamp annuel, La Quête, rendez-vous sur le site www.senscreatif.fr. Il y a une waiting list qui n'attend que vous. Retrouvez également toutes nos infos sur notre serveur Discord, ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode exclusif. Ciao ciao!